Salut, c'est Radio Lolo. La semaine dernière, je suis allé en Suisse du côté de Lausanne pour participer à un festival nommé le Digital Dreams. J'ai pris avec moi mon micro, ma curiosité et je me suis laissé porter par mes ressentis, mon instinct, mon énergie. Je vous propose donc ce petit reportage où on va parler de culture numérique, de jeux vidéo, de création, de modernité, le tout avec passion, joie et humanité. Sortez vos casques, allumez vos enceintes, faites chauffer vos oreillettes. On part pour une petite immersion radiophonique à Lausanne. Bonne écoute à vous. Tu sais, on peut démarrer là-dessus. Aujourd'hui, toi, c'est quoi ton rapport à ça, au numérique Ouais. L'utilisation de ton téléphone, par exemple. Ah oui, moi c'est surtout les réseaux sociaux, moi, notamment Instagram, un petit peu de TikTok, Ouais. toujours un peu Facebook. Après voilà, moi je suis très dans les réseaux sociaux style Instagram par rapport à la photo Ouais. et un petit peu les vidéos. Qui est ta passion. Voilà, qui est une passion, je fais un petit peu de montage et tout ça, et vu que je propose aussi des services de shooting photo, ça me permet aussi d'avoir ma page en tant que créateur pour montrer à potentiellement des futurs clients pour que ils prennent... Ouais, ok. Ouais, tu te sers de ça pour aussi avoir un peu de visibilité, quoi. Exactement. Ouais. C'est ça. Et pas du tout de jeux sur ton téléphone, ce genre de choses? Alors, un petit peu, si, toujours les petits trucs Clash of Clans, Clash Royale, voilà. N'aie pas honte, mec. Depuis, ça fait très longtemps que je joue par exemple à Clash of Clans, tu vois. Ok, ouais. Limite, quand ça a été créé, je ne saurais plus te dire la date exacte, mais Moi ça fait plus. au moins peut-être 10 ans, tu vois. Ouais, c'est un des premiers grands jeux mobiles. Et après, non, j'étais beaucoup plus jeune, adolescent sur les jeux vidéo, tu vois. J'avais la Xbox 360. Ouais. Après, j'ai joué sur PC. Ouais. Mais après, voilà. Tu as fait le switch console PC. Voilà, console PC, moi j'ai fait. Parce que sur PC, je trouvais ça plus qu'il y a plus de choix et plus de liberté sur plein de jeux différents. Et qu'on peut trouver à des prix beaucoup moins chers aussi que sur console. Exactement. L'investissement de départ est plus élevé, mais à la fin, tu t'en sors beaucoup mieux. Ouais. Oui, c'est un joueur PC qui dit ça aussi. Voilà. Ok. Et tu as la sécurité aujourd'hui sur ce festival? Tout à fait. Ça. Et c'est très calme en ce moment. Là aujourd'hui c'est assez calme, un petit peu de monde ce matin, mais ça va se remplir d'ici ce soir et surtout demain, quoi. Ouais. Et en tant qu'agent de sécurité, tu as eu l'occasion un petit peu de regarder ce qui se passait ici, de essayer une borne d'arcade ou deux Ah non, pas du tout, ça pendant le travail on évite, mais j'ai pu voir un petit peu. On reste pro, si les employeurs écoutent, c'est un pro. Et non, après j'ai vu un peu ce qu'il y avait sur le festival, ce qui se faisait. Ça rappelle un peu la jeunesse, tout ce qui est flipper et tout ça, quand on regarde les gens jouer et tout. Mais, Ouais, carrément. Ouais, tout à l'heure je discutais avec des anciens, apparemment les beaux-parents de ceux qui tiennent tout ça, qui ont fourni en fait le flipper et toutes les bornes d'arcade qu'il y a derrière nous. Et en fait, c'était marrant en fait d'avoir aussi leur point de vue sur le jeu, qui eux jouent exclusivement aux cartes, etc. Et eux me parlaient du flipper justement, en mode « Ah mais moi je joue pas aux jeux vidéo, mais par contre le flipper, j'ai connu... » c'est ça, moi j'ai dû jouer au flipper la première fois quand j'avais 10 ans, tu vois. C'était dans un bar, Non, du tout, un copain en avait un. Ok. Enfin, ses parents en avaient un, et puis des fois quand j'allais chez lui, on jouait au flipper, tu vois. Ouais, c'est toujours accessible, c'est facile d'accès le flipper en tout cas. Mais il y en a quand même de moins en moins dans les bars ou quoi, tu vois. Je trouve aujourd'hui, ça c'est un peu... ça s'est démodé, perdu, ça s'est un peu perdu, quoi. Ouais, démodé, non mais c'est ça. Ouais. On retrouve plus volontiers du billard par exemple. C'est ça, billard, un petit peu de baby-foot, mais le billard reste quand même vachement à la mode. Ouais, on est d'accord. Ouais, c'est vrai que ça met une ambiance sympa un billard dans un bar. C'est vrai. Juste le bruit des boules, tu sais. Merci, comment c'est ton prénom déjà? Alex. Merci Alex. Première année du coup en tant que bénévole? Ici, en tant que bénévole, j'ai fait ailleurs, mais ici, la première fois. Ok. Et c'est quoi qui t'a poussé à venir? Ma copine, qui fait elle chaque année, puis qui cherchait des bénévoles, parce qu'alors ils sont en pénurie de bénévoles, donc malheureusement les gens donnent plus trop de leur temps. Donc tu donnais un petit coup de main.
A priori, l'année dernière, il y avait trop de bénévoles. Ah, d'accord. C'est Morgane qui m'a expliqué ça tout à l'heure, la fille de Gilles. Elle m'a dit, en fait, l'année dernière, on était limite trop nombreux. Ouais. Et étrangement, cette année, ça n'a pas pris. Personne n'a... Enfin, il n'y a pas eu assez de monde. Ouais. Est-ce qu'il n'y a peut-être pas assez de pub aussi, peut-être? Je sais pas. Peut-être. Je sais pas du tout s'ils ont fait la... Parce que moi, je suis pas de la région, à l'époque. Moi non plus. C'est pour ça que je me dis peut-être qu'il n'y a pas eu assez de pub. Ouais. Tu es de quelle région, alors? Moi, je viens de Fétigny, à côté de Payerne. À côté de Payerne. Bayern. Payerne, ouais, c'est vers Estavayer. Ok. Enfin, c'était pas du tout de la Alors, région. pour moi, tout cela est inconnu, mais D'accord. peut-être que pour les auditeurs, ils se diront, ah, bah bien sûr, Mais bien sûr. Ouais, Oui, voilà, oui, oui. Ok, Voilà, ouais. ok. Et la culture qu'il y a dans ce festival, culture numérique, culture un peu jeux vidéo, ça te parle ou tu es venu vraiment... Je suis vraiment venue pour donner un coup de main, mais moi les jeux vidéo, tout ça, c'est pas trop. Alors oui, avec mes enfants, Mario Kart, mais. Ah, bah voilà. donc si, tu joues oui, quand même. Oui, mais c'est très basique, hein, c'est pas. Tu dirais que tu joues depuis que tu as des enfants. Alors, je finalement. jouais petite, avec mon frère, après j'ai plus du tout joué, puis là avec les Ouais. enfants, ouais, on recommence un petit peu à jouer, puis c'est sympa, mais Mario Kart, c'est mon max. Après. C'est très convivial, Mario Ah Kart. ouais. Ouais. Et ouais, puis c'est bien de jouer avec ses enfants. Oui, des petits moments, c'est sympa, ça met un petit peu de compétition, et puis Bah ouais. quand c'est maman qui gagne, en plus c'est cool. Oui. Ok, super. Ah ouais, mais autrement, tous les restes des jeux, c'est pas. Voilà, jeux Oui. de combat, jeux de foot, tout ça. Pas Non, trop. non, moi non plus. Déjà, on n'aime pas le foot, on va pas jouer aux jeux de foot. Non, effectivement. Voilà. Ouais. Je regarde déjà pas à la base, donc on va pas y jouer. Hein. C'est ça. Bon, et là, on est vendredi, c'est fin d'après-midi, et on est à un stand, donc c'est le stand où on vend les goodies. Les goodies, et puis d'informations. Le des merchandising. cashless, Voilà, il n'y a pas que ça, oui. Multifonction, ouais. Ah, vous ouais. faites tout ici, ouais. Oui, on a aussi eu donné des ciseaux, couper des bracelets. Des Ah, il y a ciseaux. aussi les objets perdus. Voilà. Alors, la sécurité, là, les ciseaux. On est multifonction ici. En français, Ouais. où, quoi, comment ça se passe, Oui. les objets perdus. Oui, le système de points du bracelet, par exemple. On met l'argent sur le bracelet. Vous mettez l'argent. Donc, beaucoup d'argent ici. C'est la Suisse en même temps. Ok. Et est-ce que vous avez eu un petit peu de monde jusqu'ici? Oui. Qu'est-ce que les gens ont acheté? L'axolote, par exemple? Non, ils sont surtout venus mettre de l'argent sur leur bracelet. Ah, Ils en font d'accord. beaucoup à Ouais, les toucher les petites peluches et tout. Peut-être que je me mais, prends une tenue derrière, j'ose. Alors, je me permets de alors, manipuler. Non, faut là, Ah. ça sort après là. Ah, oh, Voilà. ok. C'est Donc, esthétique. et oui. Donc des petites peluches où si on appuie dessus, parce que c'est pas très radiophonique. Voilà, effectivement. Ouais, j'ai En vu. fait, en pressant la peluche, la pauvre, ça crée une petite boule Oui. de toutes les couleurs qui sort. C'est très mignon, c'est très joli. C'est un peu violent en Ouais, vrai. je trouve pas très esthétique, mais bon, après, voilà, c'est des goûts, des couleurs. Voilà, c'est mignon à défaut d'être esthétique. Il y a aussi pour les garçons plus des cartes Pokémon. Et l'axolote, on rappelle, en plus d'être une chaîne YouTube excellente, c'est un petit animal. C'est quoi sa particularité? Est-ce que tu connais en fait le... Vraiment pas. alors, Non, parce qu'en fait, l'axolote, c'est le nom d'un vrai... c'est un petit animal marin D'accord. qui existe vraiment. Ok. Et qui a à peu près cette gueule-là, Ouais. donc la peluche, mais qui a une particularité biologique qui fait qu'il est ultra résistant. Je crois que c'est ça. D'accord. Je me demande s'il n'est pas même immortel, il y a un truc comme ça. Bon, bah, Carrément immortel, le pauvre. c'est vrai. Franchement. Quelle idée. Quelle idée, ouais. Putain. Bon, après, je crois que, tu sais, dans l'idée, il l'est, mais ils ont des prédateurs ou des choses Oui. comme ça. Donc, en fait, Au bout d'un moment, il se fait quand même. voilà, ils vont à un moment mourir. Comme nous tous. Oui. On peut finir sur cette note un peu sombre, mais... Non, mais voilà, on est à côté du bar et c'est super. On est bien placé. Est-ce que tu m'as dit ton prénom? Non. Marie. Alors, Marie. Enchantée, Marie. Marie bénévole, toujours souriante. Et devant son petit stand où il y a... De pulls, de t-shirts et puis de gourdes. Voilà, Voilà, il y a de tout. les gourdes, les t-shirts et les peluches à Marie. Venez acheter les peluches. Merci Marie. Mais de rien, avec plaisir. Mais par rapport au roguelike, oui.
Vraiment, les roguelites, ils sont difficiles. Enfin, après, je vais pas prétendre connaître tous les roguelites, mais un jeu comme Dead Cells, il peut être difficile sans forcément être frustrant, parce que le level design, il est fait pour être exigeant. Mais tu sais que quand tu maîtrises le jeu, tu as des récompenses, tu sais que tu peux connaître les patterns de tes ennemis, tu sais que tu peux avoir des récompenses à connaître, à t'être vraiment investi dans le jeu. C'est ça. C'est pas forcément, si tu meurs parce qu'un ennemi est trop difficile, tu sais que c'est juste parce que tu le connaissais pas ou tu étais mal équipé ou tu as eu de chance. Là où en Dark Souls, j'ai un peu plus de peine parce que le level design, il est volontairement, il va t'induire en erreur. Oui. Il va vraiment chercher à se moquer de toi, à dire tu as voulu ouvrir ce coffre, désolé, c'est un mimique, tu dois te méfier de tous les coffres que tu rencontres. D'accord, une fois, mais au final, c'est un peu dommage de voir que des fois, passer un endroit, tu dois frapper les murs, ouvrir un passage secret. Et ça, pour moi, c'est des mécaniques qui sont trop obscures, trop ésotériques. Vraiment, j'arrive pas. C'est sec. Pour moi, Dark Souls, c'est vraiment austère. Et même le gameplay, je le trouve, tu sais, il n'est pas forcément très agréable. Alors que ces jeux-là, Dead Cells, Hades, il y a un côté très nerveux. Tu vois, c'est simple d'accès et en même temps, il y a beaucoup de subtilité, hein, et voilà, ça peut être pas complexe, mais en tout cas, c'est très riche tout en étant accessible. Ouais, voilà la différence, je trouve, pour moi. Je trouve ça assez cool aussi, c'est que Hades, pour moi, a mieux géré sa difficulté que Dead Cells, parce que Dead Cells, du coup, je sais pas à quel point toi t'as avancé dans le jeu. Moi je suis à une quinzaine d'heures à peine, et pour te dire je l'ai pas encore fini. J'ai passé le deuxième boss il y a quelques jours, ma dernière run. Je suis allé jusqu'au château. Et je crois que j'ai fait le niveau d'après, je suis mort là-bas. Je suis mort, tu sais, à l'endroit où il y a une espèce de gaz toxique dans l'air. Oui, c'est les égouts toxiques. C'est ça. Et t'as une subtilité où tu dois acheter d'ailleurs au début de ce niveau. Tu peux avoir le choix entre acheter une espèce de bombe, enfin une lampe qui va t'aider à respirer. Je vois exactement, oui, c'est le mausolée, quelque chose comme ça. Un truc comme ça, ouais. C'est ça. Abominable celui-là, c'est celui que tu fais en vitesse parce que t'as pas envie de rester très longtemps du coup. Et vu que justement, moi je suis plutôt un joueur qui aime bien explorer, et j'ai perdu mon temps dans ce niveau et je suis mort, voilà. Ma dernière run, c'était ça. T'as envie d'explorer pour découvrir des bons items, mais d'un côté, le jeu il te dit non, reste pas là trop longtemps. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ah, mais je suis content parce qu'il y a encore tellement de choses à voir du coup dans Dead Cells. Après 15 heures, t'as pas forcément vu tous les niveaux. Il y a les DLC qui sont très bien faits. Oui. Plein d'armes. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Ça amène un peu de facilité quand t'as les DLC parce que t'as accès à des armes qui sont peut-être plus faciles. Il y a des familiers qui peuvent t'aider. Il y a le familier de l'épée qui te suit, qui fait des dégâts à ta place. Vraiment, c'est super pratique. Le familier, c'est encore un autre. C'est si t'as pris certains DLC, du coup, tu peux débloquer ce familier. C'est cool, t'as une petite épée qui te suit, du coup, et puis qui va attaquer les ennemis à ta place. Ah ouais, ok, je vois. T'as un allié. Dans la progression logique du jeu Dead Cells, quand tu finis le jeu une toute première fois, donc que tu vends la main du roi et que... Ah, ne me spoil pas l'ami. Mais bon, juste le nom. Je sais que c'est un jeu. En théorie, tu vas atteindre la première fin du jeu et tu débloques un mode de difficulté supplémentaire avec une cellule de boss. Et que tous les ennemis sont plus difficiles, tu as moins de soins dans ta run. Et si tu finis une deuxième fois, tu débloques la deuxième cellule de boss. Et ainsi de suite, ça va devenir de plus en plus difficile de continuer le niveau, à tel point que quand tu atteins 5 cellules de boss, qui est le niveau maximum de difficulté du jeu, tu n'as plus que les soins que tu prends avec toi dès le départ, mais tu n'as plus de recharge après, les ennemis sont 400% plus difficiles à battre, ça devient vraiment très difficile. Bon, tu débloques aussi de meilleurs items, mais pour l'instant... Mais pour les atteindre déjà, tu dois suer... Il faut vraiment suer. Parce que vraiment refaire le jeu avec une difficulté supplémentaire, c'est vraiment plus dur. Moi, j'ai réussi à atteindre une cellule de boss. J'ai pas encore atteint la deuxième, et pourtant je te dis j'ai 150 heures de jeu dessus, il faut vraiment être très bon. C'est à ce point-là, d'accord. La vraie fin du jeu, la true end, du coup, c'est finir ça avec les 5 cellules de boss qui te donnent accès à une porte qui est verrouillée si tu ne les as pas, qui t'amène à un dernier niveau, qui t'amène au true last boss du coup. Mais incroyable. Il faut vraiment être parmi l'élite selon moi pour réussir Dead Cells à la fin, quoi. Mais après c'est comme on disait, c'est des jeux où tu peux recommencer plein de fois sans que ce soit frustrant. Et moi j'ai bien aimé le côté, rien que dès le premier niveau, je l'ai recommencé, c'est celui que j'ai le plus refait, je pense comme beaucoup de gens.
Et rien que là, en fait, tu as plein de pièces secrètes avec des easter eggs et des références à d'autres jeux que j'ai pas toujours la ref, mais j'adore découvrir ça. Je trouve ça trop cool. Ouais. Genre, c'est l'avantage du monde du jeu indépendant, tout le monde se connaît, tout le monde se fait des petits clins d'œil. Ouais. Ça c'est chouette, c'est un chouette univers. Ah ouais, et puis pareil, t'as les items qui vont avec la salle spéciale que tu découvres. Genre, j'ai découvert le pied de biche de Half-Life il y a pas longtemps. Il y a pas mal de trucs, il y a un truc lié La batte de baseball de Hotline Miami. Oui, pareil, je trouvais. Il y a l'aiguillon de Hollow Knight. Alors j'avais pas la ref, Hollow Knight j'ai jamais fait, tu vois. Mais ça c'est. Bon alors c'est pas un roguelike du coup, mais si tu aimes les Metroidvania, Hollow Knight ça a été considéré comme un des meilleurs jeux et un des meilleurs Metroidvania existants. Ok, ouais. Assez exigeant, mais moins que Dead Cells quand même. Moi j'ai trouvé. On peut quand même bien le plier dans tous les sens si on a un petit peu de talent. Et là, il y a récemment Silksong là, qui est sorti enfin, du coup. Ah, c'est le nouveau jeu 2, du coup. Ok, ouais. Qui vient de sortir aujourd'hui. C'est aujourd'hui. D'ailleurs, fait intéressant, je sais pas si tu avais eu l'info, mais les plateformes de paiement pour acheter le jeu Silksong, qui reste du coup un jeu indépendant, qui est développé par Team Cherry, qui est un petit studio. Ouais. Le jeu vient de sortir et le Nintendo Shop Online et Steam ont craché. Ok, tellement il y avait d'affluence. Téléchargement du coup pour ce jeu. Je crois que c'est jamais arrivé dans l'histoire du jeu vidéo. Ah ouais. Steam et Nintendo. Et c'était aujourd'hui? Ouais. D'accord, donc il y a eu un crash aujourd'hui de Steam et de Alors Nintendo. ça c'est des infos que j'ai entendues, j'ai pas vérifié les sources, mais il me semble que c'est vraiment exceptionnel. Comme info. Allez, je vous rajoute un fond sonore. Je t'en prie. Mais vas-y, on est sur le stand du coup du musée. Bolo. Le musée Bolo, j'allais le dire, ouais, c'est ça. C'est ça. Et on est devant Myst et Journey. Et je suis avec Pierre. Pierre qui était devant Journey et qui vient de me parler avec passion de son amour des roguelikes et de Dead Cells. Et je le rejoins là-dessus. Jouer à Dead Cells, les gens, c'est génial. Et à Hades, très très bon Hades. Ah oui, Hades. Mais Hades, tu vois, ouais. Mais je l'ai fini qu'une fois et après, j'y suis pas trop retourné. Ah ouais? Bah, disons que après c'est aussi plus personnellement des périodes où je jouais moins. C'était l'été, quand il est sorti. Mais tu vois, j'ai vraiment mon coup de cœur dernièrement, c'est vraiment Dead Cells. Je préfère le côté vu de côté en 2D que le côté 3D, enfin 3D ISO, 2D ISO, c'était de la. Ah, il est vraiment nerveux en plus Dead Cells. Je trouve ils ont vraiment parfaitement réussi l'intégration du gameplay. Connais, mais la fluidité que tu as du coup à traverser les niveaux, c'est super. Et même le côté où tu choisis entre un arc et un bouclier, où t'as tellement de combinaisons différentes et de façons d'y jouer. J'ai à peine vu, mais j'ai commencé un peu à regarder un ou deux streamers. Et ça aussi, c'est intéressant dans les roguelikes de voir d'autres gens jouer. Ouais. c'est marrant parce que tu te dis, ah ouais, il joue comme ça, lui, ok, ça te donne d'autres idées. Moi, par exemple, je ne joue jamais bouclier alors que. Pareil, pour l'instant, je déteste. Internet s'est mis d'accord sur le fait qu'il fallait jouer bouclier pour avancer dans le jeu. Okay. Si tu veux progresser, il faut que tu joues bouclier. Et je pense que c'est pour ça que je suis bloqué à une cellule de boss. Du coup, je n'arrive pas vraiment. Ok. Et ton dernier coup de cœur alors? Ton dernier coup de cœur vidéoludique? Vidéoludique, ça remonte à loin, j'ai pas eu trop le temps de jouer. Là ces temps-ci je suis en train de rejouer à Final Fantasy VII Remake sur PS4. Sinon il y a eu Helldivers 2 qui était sorti, qui a fait pas mal de bruit du coup à sa sortie. Ok. C'est déjà bien, c'est une bonne réponse. C'était déjà bien. Et toi qui aimes les roguelikes, est-ce que tu es tombé dans la spirale, dans le vortex de Balatro? Oui, mais surtout sur les vidéos. J'y ai moins joué, mais j'adore le concept. Et je trouve ça vraiment très très cool, le fait que Balatro ait obtenu le succès qu'il méritait du premier coup. C'est très bien Balatro. Ça me fait plaisir, parce que souvent les petits jeux comme ça, ils ont tendance à passer un peu sous le radar. Ouais. Et Balatro a vraiment tout explosé. Et je suis super content pour eux, du coup, parce qu'ils ont vraiment, je sais pas, il y a une patine dans ce jeu, la musique est super, les animations, il y a vraiment un amour mais grave. Le design. Ah oui, ils ont réussi à rendre le jeu de poker mais tellement riche, ludique, tellement fort. Et ça a amené plein de gens qui n'en avaient rien à foutre du poker, je pense. Vers ce jeu fou quoi. Clairement. Mais mes potes qui pourtant jouent peut-être moins aux jeux vidéo que moi m'ont vraiment parlé d'une addiction à Balatro en fait. Mais alors j'en suis témoin. Pareil, je l'ai installé quand je suis parti en voyage et je me suis dit ce sera juste un jeu que je mettrai sur mon téléphone pour les
les trajets en bus, en train, etc. Et en fait, quand même, grosse addiction. Tu veux que je te donne un autre jeu qui est un petit peu le même phénomène? Allez, vas-y. Vampire Survivor, hein, je sais pas si t'en as entendu parler. Non, okay. je dois... Tu vois, quand t'es dans un RPG puis tu dois casser des vagues d'ennemis encore et encore et encore. Ce qu'on appelle un peu pexer, farmer. C'est ça, Vampire Survivor a introduit le concept très très fun. Et tu peux complètement casser le jeu, comme dans Balatro aussi, en prenant des upgrades surpuissantes, etc. Et ça a l'air de rien quand tu lances le jeu. Et tout à coup, 10 heures plus tard, tu te retrouves avec vraiment des flashs sur l'écran dans tous les sens. Le jeu devient méga épileptique du coup. C'est fantastique. Vampire Survivor, 5 francs le jeu. Il y a tellement c'est tellement fun à jouer, c'est super. De quoi perdre vraiment pas mal. C'est un jeu mobile aussi ou Alors moi je l'ai sur tablette, du coup il doit exister sur mobile. Ouais. Mais sinon, je pense. Il tourne vraiment avec très peu de ressources. Donc, mais comme Balatro. Je l'ai découvert pour un jeu sur mon téléphone. Et en fait, je sais que plein de gens... La communauté Switch, de ce que j'ai vu, c'est pareil, je trouve ça passionnant de voir des autres gens jouer à Balatro. Et principalement de ce que je vois, moi, ils jouent tous sur PC en général. Parce qu'ils ont des raccourcis qu'il n'y a pas sur le téléphone, entre autres. Tu sais, même le côté, je pense que tu as dû voir les joueurs le faire, de relancer ta première run pour avoir les premiers bonus intéressants pour ceux qui veulent faire des challenges et tout. Et ça n'existe pas sur téléphone. Ah, dommage. Tu peux juste faire nouvelle partie, mais c'est plus long. En gros, voilà, c'est moins pratique. Mais ok, merci pour ces infos, cet échange. Mais plaisir. Et du coup, ta première impression, là, t'as découvert Journey pendant ce festival? C'est ça, je connaissais de nom Journey et là j'ai enfin l'occasion de mettre les mains dessus, du fait qu'il y a un peu moins de monde tout de suite. Et franchement, charmant jeu, en tout cas je recommanderais à n'importe qui, même qui n'est pas forcément familier avec les jeux vidéo. C'est ça, c'est le point fort de ce jeu. Très très fort, et puis les gens, en tout cas qu'on a vu aujourd'hui, nous ont dit que c'était assez impressionnant de voir que c'est des graphismes qui sont pourtant assez beaux. Malgré le fait que c'est un jeu qui date et qui est sorti sur PS3 du coup, qui rivalise entre guillemets avec les consoles modernes. Comme quoi il n'y a pas besoin d'avoir des graphismes du 4K, du méga HD. C'est la direction artistique avant tout. C'est ça, Il y a un côté très épur aussi en fait. Je pense qu'il doit plaire même aux gens qui ne jouent jamais. C'est très simple. C'est facile d'accès. Il n'y a pas de tutoriel, il n'y a pas de dialogue, c'est juste à nous d'expérimenter, c'est juste chouette, il n'y a pas moyen de mourir, c'est très permissif du coup, très poétique. Ouais, pour beaucoup de gens c'est un jeu même thérapeutique. J'ai déjà entendu ce terme pour en parler, un jeu qui fait du bien. Et moi je te conseillerais même de le faire, parce que c'est vrai que là, t'as pas forcément le son qui va bien, et on est à l'extérieur, c'est moins immersif que quand tu es tout seul chez toi. Mais tu vois, un petit soir d'automne, tu fais un petit coup de cafard, tu te lances Journée. Je pense qu'il y a moyen que tu passes un bon moment et que ça te rehausse un peu une journée. Ça fait un peu penser à Gris, le jeu aussi indépendant du coup. Je l'ai pas fait, mais... Je l'ai commencé, il faudrait que je le termine aussi, mais je crois qu'il fait aussi... il génère beaucoup d'émotions du coup quand on voit le parcours de notre personnage. Je pense que je mettrais ça dans la même catégorie que Journey du coup. Ouais, Gris, je vois un peu le design, on voit une meuf. Enfin, j'ai juste l'image en fait un peu du design général du jeu. Après, je l'ai jamais lancé, je ne sais pas du tout quel type de jeu c'est. C'est globalement de la plateforme un peu comme Journey, il n'y a pas de texte, c'est à nous de nous faire notre interprétation, mais au final le message du jeu est très compréhensible par les allégories qu'il y a justement. On va avoir un paysage avec un visage qui est en train de se fissurer ou des choses comme ça. On sent qu'il y a une symbolique que les développeurs ont voulu amener et du coup on comprend leur message petit à petit dans le jeu. Et la fin du jeu donne vraiment... les réponses à tout. Notre interprétation est en général toujours la bonne, du coup le jeu est assez clair sur son propos, malgré le fait qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de texte, il n'y a rien. C'est une belle œuvre artistique en tout cas. Ouais, puis tu as compris bien du coup, comment utiliser le média vidéoludique pour raconter des histoires autrement que par des mots, que par des dialogues justement, ou les fameuses fiches à lire dans les jeux, des trucs un peu insupportables aujourd'hui que personne n'a envie de lire. Clairement. Ok, on retient les petites recos. Je coupe l'enregistrement là. Ça marche. Merci. Merci à toi. Merci. Et tout ça, c'est en tant que bénévole.
Oui, alors le principe des Fab Labs, normalement au départ les Fab Labs c'était aux États-Unis dans les grandes universités. Ils avaient des découpeuses laser, imprimantes 3D et autres. Et ils se disent pour nos élèves, mais le soir on pourrait ouvrir au public et puis des grands-mères, n'importe qui, des familles pourraient venir les utiliser. Et ils ont inventé ce truc de Fab Lab, Fabrication Laboratory, laboratoire de fabrication. Ok, Fab Lab ça veut dire ça. Ouais, pour que les gens puissent venir fabriquer des trucs, réparer, personnaliser et tout. Génial. Donc, ils ont lancé ça, puis petit à petit, plein de gens dans le monde se sont dit, nous aussi. Mais aussi beaucoup de gens se sont dit, on n'est pas une université, on n'a pas ces machines, mais on va essayer sous forme d'association de devenir un Fab Lab. Et donc en Suisse, sur les 27 Fab Labs, il doit y en avoir 1 ou 2 qui sont dans des universités. Et puis tous les autres sont associatifs, donc les gens se débrouillent dans leur coin avec leurs membres pour arriver à s'en sortir, demander des subventions pour pouvoir acheter les machines et les mettre à disposition du grand public. D'accord, n'importe qui peut utiliser vos machines. Ouais, c'est le but, c'est que tout le monde puisse venir. Quand on fait les ouvertures le soir, les gens peuvent venir découvrir. S'ils veulent être formés, ils peuvent devenir membres. Ils payent une petite cotisation annuelle. Et puis en échange de ça, on les forme sur les machines. Un soir, tu sais utiliser la découpeuse laser. Un soir, une imprimante 3D. Puis après, tu reviens les soirs d'ouverture, faire tes projets. Ah tiens, demain, je veux faire une planche à pain pour m'aimer, faire ma photo dessus. Tu débarques, tu prépares ton fichier et puis tu lances la découpeuse laser et puis tu te graves ton truc et puis tu fais tes projets. Finalement, c'est très lié à l'imprimante 3D aussi, à l'impression 3D qui s'est un peu démocratisée. Oui, imprimante 3D, découpe laser, CNC, c'est toutes les machines à commande numérique, on dit, où on fait un dessin dans un ordinateur et puis après on commande la machine avec ce dessin. Donc on n'a même plus besoin de savoir découper ou fabriquer quoi que ce soit, il faut juste avoir dessiné quelque chose et puis la machine va suivre ce dessin. Donc on peut se faire des t-shirts, on peut couper des autocollants, on peut couper du papier, on peut faire plein de choses, on a plein de machines du genre. Le t-shirt que tu portes actuellement, donc ça a été fait Ça a été fait avec une des machines qui est une découpeuse vinyle, donc on fait un dessin, on met du plastique, un film en plastique dedans, ça le découpe et puis après on le colle au fer passer sur un t-shirt ou on peut l'utiliser comme autocollant sur un vélo, sur un mur, voilà ce qu'on veut. La sérigraphie, on a beaucoup qui utilisent ça pour faire de la sérigraphie où en fait ils découpent d'abord l'autocollant qui vont coller sur la grille de sérigraphie. D'accord. Et on ne s'est pas présenté, là on est au stand Fab Lab Riviera du coup. Alors on est au stand des Fab Labs, c'est plus important que ça, comme il y a une synergie entre tous les Fab Labs, on se connaît, on partage, on fait des ateliers ensemble, donc souvent on se retrouve un peu tous ensemble. Alors bien je représente le Fab Lab Riviera parce que j'y suis, mais il y a juste à côté le Fab Lab Renan, il y aura le Fab Lab La Chaux-de-Fonds demain, donc il y a plein de Fab Labs comme ça qui participent. Génial. Il y a beaucoup de choses vraiment concrètes devant nous, il y a des petits jeux, je vois il y a des petits animaux, des petites fermes représentées, finalement avec du carton, c'est ça Oui. Du bois contreplaqué et du carton. Alors avec toutes ces machines, on peut bien sûr couper du plexi, du bois, du carton, du papier, graver sur du métal, graver sur de la pierre, on peut faire énormément de choses, les personnaliser. Plein de matières différentes. Plein de matières, et puis là c'est des exemples que je mets d'ateliers pour montrer aux gens qu'en fait c'est facile. Donc là, on a une raquette de ping-pong avec le fameux smiley caca. Ou les raquettes Pac-Man et Fantôme. C'est pour montrer qu'en fait c'est très très simple de faire un dessin dans l'ordinateur, de lancer la découpe pour de la mousse, découper sur le bois, on colle les couches et puis on obtient une petite raquette de ping-pong. Donc tous ces projets qu'on voit là, c'est pour montrer que c'est ultra simple en fait. Une fois qu'on maîtrise l'ordinateur, en guillemets, qu'on n'a pas peur. Et c'est une bonne façon, pardon de couper, mais c'est une bonne façon de passer du numérique, de ce que tu crées sur ton écran, sur ton ordinateur, à du réel, à du concret. Vous créez vraiment des objets, quoi. Oui, c'est vraiment des objets puis qu'on peut utiliser. On voit justement les guitares que tu regardais avant. Alors voilà, les guitares, moi c'est ce qui m'a amené sur ce stand au départ. J'ai vu ces magnifiques guitares qui ont vraiment du style. Je vous mettrai peut-être des photos pour ceux qui seront sur le festival et qui seront passés sur ce stand, vous rendrez compte, mais elles sont vraiment très belles et en plus elles marchent. Voilà, donc c'est des vraies guitares et puis qui sont juste à base d'une seule planche de bois qui est découpée au laser, puis après on assemble, on clipse toutes les pièces et on obtient comme ça une guitare en collant ces pièces. Et ce qui est amusant, c'est comme tu le disais, c'est numérique, donc c'est-à-dire qu'il y a un fichier vectoriel et ce fichier, quelqu'un à New York peut télécharger mon fichier,
aller dans un Fab Lab, n'importe lequel à New York, mettre une planche de bois, lancer des coupes, coller, et il a téléchargé une guitare. Oh, c'est génial. Ouais, donc en plus c'est vraiment un truc collectif. Oui. Et ça allie à la fois le côté magique d'Internet où tu crées un truc dans, voilà, oui. C'est ça. Et donc même pour ceux qui savent pas dessiner une guitare, parce que c'est quand même complexe, bien sûr. On trouve des milliers de projets déjà sur Internet. Ouais. Et donc vous cherchez LaserCut sur Internet et vous verrez des projets complètement fous et des choses où les fichiers sont déjà là. Vous n'avez plus qu'à aller dans un Fab Lab et découper, mettre une plaque de bois, une plaque de plexi, ce que vous voulez. Et vous avez votre projet qui est déjà fait sans que vous ayez rien dessiné, juste télécharger le fichier. Ah bah c'est génial. Ouais, vraiment. Mais enfin, voilà. Et comment c'est ton prénom ? C'est Guillaume, ou plutôt connu sous Doc la Bricole. Donc ça, si vous cherchez aussi Doc la Bricole sur Internet, vous verrez les fameuses guitares et tous les autres projets qu'on réalise avec les écoles, avec les Fab Labs, avec les musées. J'espère que ça va marcher pour vous. De toute façon, c'est que des échanges avec des gens, puis rien que toi, que tu découvres en fait ce qu'est un Fab Lab. Et puis c'est toujours intéressant parce que les gens, moi je viens d'Yverdon, il y a le Y Fab Lab à Yverdon, je viens de Genève, on le fait à Genève. Partout, toutes les personnes qui viennent. Est-ce que ça marche en France aussi ? Il y en a encore plus en France parce que c'était subventionné. Ils avaient même dans les postes, ils mettaient des imprimantes 3D que les gens pouvaient aller utiliser dans les postes. Dans les postes. Alors maintenant, ça a beaucoup diminué parce qu'ils n'ont plus envie de subventionner comme ça sans savoir où ça va. Il n'y a plus de thunes, tu sais que c'est la récession. Mais voilà, donc, même en France, donc ça a beaucoup marché en France. Et puis ils avaient surtout des salariés, alors qu'en Suisse, c'est très difficile d'avoir des salariés. Donc on est tous bénévoles. Comme quoi, hein. Ouais. Ah ouais. Ah ben moi, ça m'intéresse beaucoup. Ouais, ça m'intéressait beaucoup. Super intéressant, merci à lui. Merci à Guillaume, alias Doc la Bricole. N'hésitez pas à aller voir sur le site doclabricole.ch, c'est super intéressant. Et peut-être que vous serez vous aussi piqué par le virus du Fab Lab. Merci aussi à Pierre, merci à Marie, Christelle et Alex. Merci à ceux qui ont participé. Merci à vous d'avoir écouté. Et on enchaîne tout de suite avec le deuxième jour. Bonjour. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Oh, mais tu sais que juste que tu fasses ça là, j'ai les yeux qui se ferment. Il est 15h, il est 14h32, on est à l'espace bénévole. 14h32 à l'espace bénévole. Je suis avec une fan d'ASMR. L'ASMR dans ta vie, ça a pris quelle place, Laïla ? Mais là, c'est pas en train d'enregistrer aussi. Ah oui ? Si, je te jure. Mais tout va bien, je peux dire n'importe quoi et je peux monter derrière. Ok. L'ASMR, oui, c'est quand tu chuchotes, il y a des bruits, ils font plein de bruits, ils tapent sur des objets, etc., ils mangent. C'est ça. Ils peuvent même juste toucher, je sais pas, une boîte avec, tu vois, recouverte d'un film plastique et ça va créer un son. Ça fait, ça craque un peu, etc. Ça peut être strident, mais en général, c'est plutôt apaisant. Maintenant, on me demande d'en acheter. Bruit blanc, non, pas forcément. C'est l'eau, la pluie qui tombe sur les toits. Si, ça peut faire partie de ça. Ouais, tout à fait. Moi, j'adore. Ça me permet vraiment de m'endormir. Ouais, tu t'en sers pour la détente. Voilà, pour me détendre, quand je révise aussi. Donc, chaque fois que j'ai besoin de me concentrer, etc., je préfère écouter de l'ASMR que de la musique, par exemple. Parce que la musique, ça a tendance à me déconcentrer. Oui. Alors que l'ASMR, vraiment, genre, ça me permet de rester dans ma bulle, d'être concentré, focus et tout. En fait, ça me permet comme de vider un peu mon cerveau. C'est pour ça que je pense que ça m'aide à dormir aussi. Parce que du coup, d'écouter quelqu'un parler ou de me concentrer sur autre chose, je pense que ça m'aide à m'endormir. T'as une vidéo ASMR à nous recommander ? Non, alors... un coup de cœur ASMR. Je regarde tellement que c'est dur d'en dire. Cette fille est totalement accro. Faut dire que je regarde l'ASMR peut-être tous les soirs depuis genre 3 ans. Ah ouais. Donc ça fait beaucoup quand même. C'est ma night routine. Ta night routine, tout à fait. Exactement. Tu regardes aussi ça, oui. Pas seulement... Non, c'est aussi... En fait, c'est des vidéos sur YouTube. Et il y a à la fois la vidéo et à la fois le son. Ok. Ouais. Okay. Ah oui, donc c'est différent des bruits blancs. Oui, c'est différent des bruits blancs. Puis parfois, en fait, c'est surtout le chuchotement des gens que les gens apprécient. Les gens parlent beaucoup comme ça. Voilà, les gens parlent comme ça. Et ils font des petits bruits.
Et avec un micro, c'est vrai que écouter, c'est... Le fait de regarder, ça t'aide à t'endormir. Oui, en fait, ils font aussi des visuels. Ils font des visuels comme ça et tout. Puis en fait, ça t'aide à... Enfin, tes yeux, ils se ferment. Je sais pas comment dire vraiment. Ça détend. C'est apaisant. Ouais, de ouf. De ouf. Et en dehors de l'ASMR, donc tu fais une ASMR girl. Voilà. On peut le dire. Un jour, peut-être que j'ouvrirai ma chaîne, qui sait. Ah oui, c'est vrai, tout à l'heure tu parlais, tu disais j'ai trop envie d'en faire. Voilà, ouais. Moi, je t'encourage à y faire. Hein. Ah ouais. Le pas est facile à franchir. Ouais, mais il y a de plus en plus d'ASMR artistes quand même, donc je pense que c'est un peu dur de se faire sa place, mais bon... En fait, il ne faut pas penser à la concurrence. Faut penser à soi. Il faut faire ton truc comme tu as envie de le faire, et si tu le fais avec passion, ça va marcher. Ouais, pas tout de suite, mais au moins tu seras contente de toi. Voilà, c'est vrai, Franchement. Tout à fait. Donc... Ça pourrait être un ASMR, ça, quelqu'un qui épluche une pomme. Oui. Exactement. Quelqu'un qui mange une pomme, aussi. Ah oui. Alors ça peut être énervant aussi. Ça dépend qui, ça dépend. Si un gars qui mangeait des pommes, tu t'aidais pas à t'endormir. Ça dépend. Et puis il y a les gens, ils sont sensibles à différents bruits aussi. Donc il y a des personnes qui adorent les bruits de bouche, d'autres qui détestent les bruits de bouche. Voilà. Ah ouais. J'aime pas trop ça. Voilà, il y a des gens, ils détestent ça. Voilà, c'est ça. Après, il y en a ceux, ils adorent le tapping. Donc tu prends des objets. Pas mal ça. Et tu fais du tapping. C'est un peu mieux. T'as plein de... Franchement, t'as 1000 trucs. C'est trop radiophonique. Voilà. Donc, et ça, devinez ce que c'est les gens. On ne sait pas. Un objet du quotidien. Moi, j'adore la pluie, par exemple. Un petit indice. Voilà. Donc, franchement, c'est toutes sortes de sons. Ça peut être même des pas dans la neige. Voilà, c'est pas des trucs bon, comme ça, je sais pas si on l'a capté. Non, là, certainement pas. Ça peut être bien, les pas dans la neige. Surtout qu'en général, quand tu as un environnement blanc puis tout enneigé, c'est tout calme. Oui. Puis tu entends vraiment que ça, craquement. C'est ouaté. Ça peut être... Moi, j'adore. Mais les randos dans la neige, c'est ultra apaisant. Marcher dans une première neige, c'est trop cool. Ouais, grave. Exactement. Donc voilà, c'est ma passion pour l'ASMR. D'ailleurs, on m'a demandé hier soir quels étaient mes hobbies. Bon, alors c'est pas vraiment un hobby. Et j'allais te demander en plus. Mais j'ai pas répondu l'ASMR, donc... Mario Kart, peut-être ? Ah Comme tu as pu le constater, c'est pas dans mes hobbies premiers. Je suis pas une grande joueuse de jeux vidéo. On se demande ce que je fais à un festival autour du numérique et du digital rempli de jeux vidéo. Et le jeu en général, parce que ça peut être aussi des jeux de cartes, des jeux de société. Alors je suis pas. Alors j'ai beaucoup d'amis qui sont très jeux de société. C'est pas forcément. En fait, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est très convivial. Ouais. Ça, c'est vrai. C'est que pendant une soirée, tu sais, je sais pas, Noël, Nouvel An, d'un coup, tu sors un jeu, ça réunit tout le monde, super bonne ambiance et tout. Donc, ça, j'aime beaucoup cet aspect convivial du jeu. Mais après, c'est vrai que dans mon temps libre, c'est pas forcément une chose que je fais beaucoup. Ah, si, le Uno, parfois. Mais parce que ça s'emmène partout, le Uno. Ouais, c'est vrai. Le Uno, c'est pratique. Tu amènes ça à la piscine, tu pars en vacances, tu prends ton Uno, tu peux jouer à l'aéroport, n'importe où. Au milieu de rien, en fait. T'as rien besoin pour jouer au Uno. Juste le Uno. Ouais. Et ils en font même maintenant que tu peux mettre dans l'eau, tu sais. Des cartes un peu plastifiées comme ça, pour jouer au Uno dans une piscine, typiquement. C'est les Suisses. Ils ont tous des piscines. L'élite de l'Europe. Voilà. Nous y sommes. Non, mais alors ça, c'est pas vrai. Faut détruire les clichés. Ah oui? Mais ça, c'est ce que tout le monde pense à l'étranger. Typiquement, là, moi, j'ai fait 1 an à Madrid l'année dernière. C'est un cliché. Tout le monde me disait, ah non, mais en Suisse, vous êtes tous riches. Oui. J'étais là. Il y a aussi des classes populaires en Suisse. Évidemment. Voilà. Qui ferait tous ces métiers que personne n'a envie de faire sinon. Voilà. Entre autres. Donc, non, c'est un cliché. Mais effectivement, on a peut-être plus de piscines en Suisse que... ailleurs. Oh. Quelqu'un qui peut aller à l'eau. Pardon. Alors Gilles intervient dans notre interview et c'est un scandale. Ils vont pas aller à l'entrée pour scanner les entrées, ils ont besoin de renfort. Ah ouais, bien sûr, Ça veut dire qu'il y a du monde. Oh. Mais je vais aller interviewer des festivaliers aussi. Ok, super. Merci Leïla. Avec plaisir. Je fais un petit reportage radio sur les lieux. Ça vous intéresse de répondre à 2-3 questions? On va aller. Là, vous avez vu des choses. C'est quoi la chose la plus marquante que vous avez vue, par exemple ou une activité que vous avez faite qui vous a plu? Moi, j'attends de faire le truc World of Warcraft pour me prononcer. Ok. Je crois qu'on a tout fait. Nous, on a tout fait, nous. Cinéma immersif.
Ouais. Les bornes arcade, c'était sympa. Ouais. Il y en avait une à l'intérieur où avec genre tu devais attaquer des zombies. Des zombies. Ah oui. Ça faisait bien flipper. C'était bien immersif, ouais. Un espèce de shoot 'em up. Ouais, on est à deux avec les espèces de. T'es bien enfermé dedans et tout. C'était genre mitraillé quoi. J'ai bien crié. Ouais. C'était cool. J'ai entendu beaucoup de gens crier. Ouais, voilà, ça va. Moi aussi, mais. Donc c'est efficace. Non, après il y avait les jeux là sur PC aussi, c'était sympa. Ouais. Il y a les trois styles différents là, un peu aventure. Aventure, l'espace seul face à son écron un peu, c'est ça? Non, il y a Myst. T'as 3 ordinateurs. Moi j'ai fait Myst, toi t'as fait Journey, non? Oui, Journey. Journey, ouais. Très très bon jeu. Oui, un jeu médicament. Oui, chill, tu te poses, exactement. Et vous jouez un peu dans votre vie de tous les jours? Votre rapport aux jeux vidéo aujourd'hui? Ce serait quoi? J'aurais dit intense, mais. mais dis intense, mon gars. C'est quand même pas mal. C'est un geek. Bah ouais, non. Un coup de cœur récemment? Dernier coup de cœur. Dernier coup de cœur? Je sais pas. En ce moment, on est sur Diablo 4 et Assassin's Creed Shadows. Ok. Voilà, c'est les deux qu'on fait. Diablo 4 et Assassin's Creed. Enfin, on les fait un peu ensemble, donc. Ouais. Et vous aussi? Ouais, moi niveau jeu, dans mes derniers coups de cœur, il y a eu It Takes Two que j'ai fait avec mon conjoint qui est incroyable. Ah, il paraît que c'est génial ça. Il est extraordinaire ce jeu. C'est ce jeu qui a été spécialement conçu pour jouer à deux. Ouais, et t'es obligé de communiquer avec ton partenaire pour pouvoir avancer dans le jeu. Il est exceptionnel. Et ils ont fait Split Fiction aussi qu'on est en train de finir, qui est très bien aussi, mais moins bien qu'It Takes Two. Et le jeu du moment chez nous, c'est Baldur's Gate 3. Ah, incroyable. Très bien. Incroyable. Très bien. J'ai pas eu la patience pour les combats très longs. Moi aussi j'avais commencé, mais. J'ai adoré par contre. C'est long, j'ai pas touché encore moi. C'est long. Il est très bien, mais en fait, il faut pas aller trop vite. Si tu vas trop vite, les combats sont durs. Déjà, les combats sont beaucoup trop durs. Si tu vas trop vite et si tu manques des étapes, en fait, tu rates des bouts d'histoire. Oui. En fait, ils peuvent être beaucoup plus courts, surtout. Si tu passes par un autre côté, typiquement, on a eu un endroit où il y avait des hyènes et des gnolls à battre. Quand on passe du côté où il y a les gens à défendre, le combat était interminable, on s'est fait défoncer. Quand on est passé de l'autre part pour les prendre à revers, là par contre ça a complètement changé la donne, l'histoire n'était pas du tout la même et le combat était hyper rapide. Oui. Donc il y a une vraiment richesse. plein d'alternatives au jeu, en fonction de comment tu joues. J'ai même vu qu'on pouvait même faire le jeu quasiment sans jamais combattre. Ouais, c'est vrai, c'est possible. Ouais. Parce que c'est un des RPG les plus il est libre. poussés dans le côté, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Tu évites les. Tu vois, tu peux tout éviter. Et puis il y a des trucs qui sont débiles que tu peux faire aussi. Où typiquement, moi j'avais communication animale, je voulais aller parler avec un mouton et en fait, manque de bol, ça a activé autre chose. J'étais là, oups, désolé. La communication animale, c'est très fun. Ouais, c'est très drôle. Et ça, ça débloque des situations. Improbables. Ouais, tout à fait. Très improbable. Très inattendu. Ouais, on discute avec des vaches, des chiens. Ouais, ça te débloque des trucs auxquels tu t'attends pas. C'est fun. Coup de cœur du moment, Baldur's Gate 3 alors. Je vais rester sur It Takes Two pour le gros coup de cœur. C'est vrai que c'est peu nombreux les jeux où on peut jouer à deux. C'est vrai qu'à deux, soit je le regarde jouer, on joue ensemble. Mais c'est vrai que c'est un peu dur de trouver des jeux où on peut. On est d'accord, ça manque aujourd'hui un peu. Ça manque beaucoup. Je pense que ça explique le succès de. Moi j'avais fait leur précédent jeu, celui où on s'évade de prison. Oui, on l'a essayé aussi. Ah oui, je l'ai fait aussi. Il était sympa, très bonne soirée canap. Comment il s'appelle? Great Escape? Pas un truc, non, c'est pas un truc comme ça. Ouais, mais non, mais d'habitude c'est moi qui fais là-dessus. Je sais plus, je l'avais commencé aussi. Je l'ai commencé, mais le look me plaisait pas. Après, It Takes Two aussi. Donc on a fait le début. Oui, je pense qu'après It Takes Two, tu vois tous les. Ouais, enfin, It Takes Two, c'est une version plus. Ouais, puis, oui, c'est ça. Ok, merci. Et des jeux mobiles à recommander ou est-ce que vous êtes plutôt gamer Oui. Moi je passe pas mal de temps sur Warhammer Tacticus. D'accord. Voilà. Ça c'est tous les jours. Tous les jours, En plus tu parles en latin donc tu te la pètes beaucoup. Ah oui. C'est un long apprentissage, tu sais. Tactitus. Yes. Bon, c'est dans l'univers Warhammer 40 000. Et c'est pareil, on a des personnages à débloquer, des trucs comme ça, des combats, tout ça. Donc, c'est pas mal, c'est prenant. Sur le long terme, c'est prenant aussi. Et le Warhammer 40 000 en jeu de plateau, tu pratiques ou J'ai fait, mais il y a très très longtemps. Je l'ai fait un peu, avec les figurines et tout, ouais. Mais là, un peu de manque de temps, depuis longtemps. Ouais, c'est ça. C'est le nerf de la guerre après. Au bout d'un moment, il faut trier à ce à quoi on joue.
Merci. Pas trop jeu mobile pour moi. Non, pas trop. Peut-être que tu voulais aussi qu'on fasse Expédition 33 aussi. Ouais, je voudrais jouer à celui-là. Dans les prochains à faire. Il est sur la liste. Trop bien. Ouais. Un peu exploration et tout. Il est magnifique de ce qu'on m'a dit. On m'a envoyé des musiques. Oui. Le GOAT français, apparemment. Ouais, c'est un peu ce qu'on a entendu aussi. Ouais. Vous êtes français ? Vous venez d'où ? Oui, de Champagne, mais j'habite à Fribourg depuis 7 ans et demi. D'accord. Ok. Et vous aussi ? Ça fait 10 ans que je suis en Suisse. Ok. Et ça française à l'origine, ouais. Ouais. On est pas mal ici. On est très bien. Très très bien. Lausannoise d'origine et maintenant je suis sur le Nord. D'accord. Merci. Merci à toi. On est sur un stand du coup de VR où le principe c'est d'enfiler un casque. Exactement, donc le principe c'est de pouvoir offrir une expérience immersive au sein d'un orchestre et pas forcément dans une place dans un premier temps de public, mais être vraiment avec les professionnels et puis les voir de près aussi, avoir cette expérience de déambulation musicale finalement au sein des musiciens. Ouais, pour avoir un tout petit peu essayé, c'est vrai qu'on est vraiment c'est comme si on était nous-mêmes musiciens immergés au milieu d'un grand orchestre, dans un environnement qui est très très beau. Il est où cet environnement ? Ça a été capté où ça en fait ? Alors ça a été capté dans la salle du Victoria Hall à Genève qui est une salle assez emblématique et puis qui est vraiment magnifique. Prestigieuse. Exactement, c'est une salle très prestigieuse et puis c'est vraiment d'être sur la scène aussi, c'est pas commun. Donc ça permet d'avoir un petit peu les deux revers de l'expérience et en tant que public si on arrive à s'y rendre un jour, mais là surtout en tant que finalement professionnel sur la scène du Victoria Hall. Et jusqu'ici, vous avez des bons retours. Qu'est-ce que les gens vous disent qu'ils ont préféré ? C'est quoi la phrase qui revient la plus souvent, par exemple ? Alors je dirais que c'est l'onomatopée waouh. Les gens sont souvent assez impressionnés de voir ça parce que c'est quand même une première mondiale de faire ce projet-là. Donc Sibel Art, l'entreprise qui a produit ça technologiquement parlant, c'est vraiment les premiers à faire une chose pareille. Ouais. Donc je pense que dans un premier temps, les gens sont assez impressionnés. Puis ça peut être presque, comme on en a discuté avant, on a un peu presque ce sentiment d'intrusif parce qu'on n'est pas du tout habitué. Puis on voit ces gens de si près. Oui, et certaines personnes regardent la caméra, font des sourires, parfois sont intriguées. Oui, alors c'est sûr qu'on a vraiment, finalement même le contact humain avec ces professionnels qui est parfois un peu plus rare à avoir puisqu'on regarde le concert puis souvent on s'en va. Oui. Donc les gens sont assez déroutés, on peut un peu avoir le vertige aussi en regardant en bas parce qu'on a l'impression d'être vachement haut. Donc ça aussi c'est quelque chose qui revient, les gens sont assez figés face au vide en bas. Ouais, bien sûr. Là c'est le Victoria Hall. Et puis ensuite on a beaucoup de retours aussi sur le son. Les gens demandent si il y a des possibilités d'avoir des sons stéréo plutôt que des sons studio, donc d'être à côté du premier violon puis d'entendre plus fort le premier violon. Donc ça c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Après sur le stand quand on fait des démonstrations on maintient toujours un format studio pour des questions de praticité en fait, mais à la maison c'est une fonctionnalité qui est tout à fait possible d'avoir son casque et puis en fait d'avoir un enregistrement stéréo. Et donc pour ceux qui veulent aller plus loin, à la maison ce serait quoi le nom qu'est-ce qu'on doit avoir comme matériel? Alors il faut juste le casque de réalité virtuelle et après c'est une application, donc le Virtual Hall est une application qui est téléchargeable. D'accord. Donc finalement on se met à la maison avec son casque et puis on peut faire l'expérience et à terme le but c'est vraiment de créer une espèce de bibliothèque d'œuvres, d'avoir l'application, puis pouvoir aller voir un opéra, un ballet, un concert d'un orchestre et puis donc pouvoir finalement choisir en fait ce qu'on a envie de faire à la maison avec le même matériel et la même application. Ah, puis ça pourrait rendre un peu plus accessible la musique classique, les orchestres symphoniques comme ça, sans se déplacer, sans trop de coûts, à part le coût du casque au départ. Alors exactement, et puis je pense qu'en fait il y a une double accessibilité dans le sens où il y a des personnes qui
sont par exemple physiquement empêchées, des personnes âgées ou des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, qui peuvent avoir accès à ça. Ouais, pour toutes sortes de raisons. Exactement. Et dans un autre sens, il y a aussi des jeunes qui peuvent avoir un intérêt pour la VR, qui vont du coup s'intéresser à la musique classique. Ouais, c'est ça. Donc là, on a eu plein de jeunes hier sur le stand qui sont pas friands de classique, et puis là, qui étaient hyper emballés, qui disaient que c'était super chouette, qui sont revenus même 2-3 fois faire l'expérience. Donc il y a du positif dans les deux sens. Ah bah trop bien. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Comment vous appelez? Calypso. Calypso. Parfait. Merci Calypso. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci. Bonne question. Mais comment tu t'appelles? Oui. Bah c'est Liu. Liu, L-I-U. Ok. Ouais. Et Liu, par exemple, comment tu utilises l'IA aujourd'hui? L'IA ChatGPT ou ouais, par exemple. En général? Ouais. ChatGPT, dans mon master, du coup, enfin là, je suis quasiment en fin de master, j'ai juste un mémoire à faire. Ok. Je m'en suis servi plusieurs fois pour du code, pour les cours d'informatique, parce que quand je savais pas quoi faire et vu que mes profs, enfin moi je faisais des cours à distance, du coup j'étais un peu là, quelqu'un à l'aide et que j'avais pas de réponse, ChatGPT il m'a pas mal aidé. Ouais. Après. Très efficace. Ouais. Après, c'est juste que du coup, c'est à partir de là que j'ai commencé à utiliser l'IA et j'ai fait un peu des tests pour d'autres trucs. Par exemple, j'ai fait des trucs à la con comme fais-moi un planning de, je sais pas, une semaine de vacances en Turquie parce que je voulais faire des vacances là-bas. Oui. Et tu lui as demandé des conseils pour voyager. Ouais, c'est ça. Et c'est juste que je me suis rendu compte qu'il donne des bonnes pistes de début pour moi, sauf que généralement ces réponses elles me conviennent pas tant que ça. D'accord. Du coup, c'est vrai que dépendant si je suis vraiment bloquée, j'ai aucune inspiration. Des fois, je vais demander à ChatGPT pour voir s'il peut proposer un truc intéressant. Ouais. Mais c'est vrai que c'est rare que je suis vraiment satisfaite par un truc qui me sort. Ok. Est-ce que tu joues un peu avec lui dans le sens où tu le questionnes est-ce que tu as une conscience tu vois, ce genre de truc un peu... Alors, je pense que ça, j'ai dû le faire une ou deux fois quand j'étais vraiment au bout de ma vie, je suis en train de péter un câble. Du coup, j'étais là, coucou, comment ça va? Waouh, t'es incroyable. Genre, vraiment, je lui balançais des conversations de merde juste pour qu'il me voie quelle merde qu'il allait me répondre. Ok, je vois. Ouais, du coup, mais par contre, ça, je crois que la nouvelle version de ChatGPT, elle fait plus ça. Alors, personnellement, moi, on m'a donné un choix récemment. Je l'ai utilisé et on m'a donné 2 sortes de réponses et on m'a demandé quelle sorte de chat GPT je préférais. Ouais. Ah, ok. Et pourtant j'ai une version gratuite, mais je sais que maintenant ils proposent ça à plusieurs personnalités. Ok. Et parce que je crois que la nouvelle version, je crois la 5. Ouais. Parce que du coup, je crois que la version gratuite avant c'était la 4, la 4.5 c'est la payante si tu voulais que ChatGPT te génère des images. Et la 5, je crois qu'ils voulaient restreindre le côté un peu amical et tout, parce que, du coup, ça a peut-être un peu un lien avec mon domaine d'études, mais j'avais regardé des vidéos de gens qui développaient des relations parasociales avec ChatGPT. Oui. Et il y a maintenant un truc qui s'appelle, je crois, en anglais, c'est AI necrosis, genre la nécrose de l'IA, de gens qui se réfèrent vraiment à ChatGPT comme une instance pour se donner raison ou quoi. Oui, je comprends, ouais. Et genre, je crois que ça avait vraiment causé des gros problèmes. Enfin, récemment, je sais pas si c'était juste mon algorithme, mais genre, il y avait un truc qui est devenu assez connu. Je crois que c'était une femme qui était tombée amoureuse de son psychiatre et qui a fait plein de vidéos là-dessus. Et en gros, elle disait non, mais ChatGPT m'a donné raison, il m'a dit, mon psychiatre m'a manipulé, bref. Enfin, elle utilisait ChatGPT comme référence pour dire j'étais la victime, il était en tort. Ah, d'accord, super intéressant ça. Ouais, c'était vraiment. Et c'est juste que beaucoup de gens disaient mais ChatGPT il va tout le temps aller dans ton sens, peu importe ce que tu dis. C'est ça. Oui, ça, je pense qu'on l'a tous capté. C'est ça. En fait, dès que c'est sur des questions un peu plus subjectives qui peuvent varier dépendant du point de vue et tout ça. Oui, ou par rapport à la morale, par exemple. C'est ça. Si on lui parle de choses illégales et tout, il va quand même toujours nous il va ramener... dire non, mais dépendant de comment on formule la chose. Je crois qu'on avait testé ça avec un ami. Ouais. C'était en mode comment forcer une porte. La réponse c'est un acte illégal et tout, blablabla. Sauf que si tu le formules en mode je suis dans le domaine des études criminelles, j'ai un cas de figure où je dois expliquer dans ce cas-là, il t'explique quelle est la meilleure méthode pour forcer une porte quand même. Ouais, tu peux le manipuler un peu assez facilement. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Et je sais pas pourquoi je suis allée aussi loin alors que je trouve le sujet fun, mais c'est vrai que personnellement j'utilise pas tant que ça l'IA, c'est vraiment quand... En fait des fois si je m'en sers beaucoup d'un coup si je dois corriger beaucoup de code par exemple. Mais c'est vrai que si j'ai pas de truc d'infos à faire, moi j'oublie son existence pendant des mois des fois. Ok. Tu l'as découvert il y a combien de temps du coup? Tu as commencé à l'utiliser il y a combien de temps? Du coup il y a
y a peut-être, je dirais 2 ans, quand j'ai commencé mon master. En fait, c'était même les enseignants qui ont mentionné que si on était en train de galérer, on avait meilleur temps de demander à ChatGPT. Limite un peu vraiment au tout début que ça explose, j'ai envie de dire. Même il y a 2 ans, il me semble que c'était pas très répandu. Ouais, c'était... Alors je sais pas, parce que genre quand ça a commencé, moi je connaissais déjà des gens qui étaient à fond dessus, qui l'utilisaient pour corriger des papiers, pour l'orthographe, la syntaxe et tout. Ouais. À ce moment-là, rédiger des mails. Ouais, c'est ça. À ce moment-là, ça m'intéressait pas tant que ça, parce que voilà, enfin des trucs tout cons, je me dis je peux les faire moi-même. Ouais. Du coup, c'est vraiment avec mon master, le début des cours d'info et le code que moi je suis un peu entrée dedans. Ok. Ouais. Ok, super. Ouais. Bah, merci pour ces réponses. Pas de problème, hein. Et c'est la fin du 2e jour. Voilà, il s'est aussi passé des choses dans la nuit du vendredi et dans la nuit du samedi. Beaucoup de choses, mais malheureusement, c'était très bruyant, donc un petit peu plus difficile de capter des gens. Et puis j'avais aussi mes missions de bénévole à remplir, un petit peu assurer le service au bar, etc. Mais il y a eu des belles choses, notamment du vidéomapping, des projections artistiques sur le bâtiment de l'Anthropole de l'université de Lausanne. Ça c'était impressionnant, et puis bien sûr il y a eu de la musique, et notamment il y a eu un spectacle son et lumière vraiment incroyable. Voilà, les Light Balance, une troupe d'Ukrainiens, et on va en parler tout de suite après lors de cette 3e et dernière journée de festival. Donc on est avec Morgane qui s'occupe de l'accueil bénévole. Oui. On est dimanche, c'est le 3e jour de Digital Dreams. Ah, et Morgane est surbookée. Non, attends, j'arrive vite. Oui. Ouais. Toi, tu participes à ce festival depuis longtemps, si je comprends bien. Oui, bah là, c'est la 2e édition de ce festival-là. Mais avant, c'était les mêmes organisateurs. Ça s'appelait Numeric Games à Yverdon. Et du coup, j'avais déjà fait aussi une édition. Ouais. Donc 3 ans. Yes. Je fais ça. Et plus personnellement, tu y fais... voilà, parce que t'aimes aussi cet univers gaming, numérique et tout. Bah, mes études, c'est un peu là-dedans. Enfin, j'ai fait ingénieur des médias. Ok. Donc, il y a un peu tout ce qui est en rapport avec les médias digitaux. Donc, tout ce qui est site web, enfin, beaucoup de web. Ouais. Les réseaux sociaux, aussi du design, des trucs comme ça. Ouais. Et puis, là, je finis mercredi, j'ai ma défense orale pour mon travail de bachelor. Après, c'est fini. Ah oui, t'es sur la toute dernière ligne droite, quoi. Et du coup, j'ai toujours bien aimé ça. Et puis, du coup, là, dans le festival, cette année, j'ai fait aussi tout le site. Ouais. Et le site internet. C'est toi qui l'as designé. Ouais. Et qui tout fait. Ouais. Oui, il est beau. Et il est visible. Pour y être allé juste pour découvrir le festival, si tu veux un retour direct de quelqu'un qui ne connaissait pas. Merci. Ouais, j'ai pu trouver l'espace bénévole facilement et tout. Cool. Bon, bah trop bien. Ouais. Et il y a un endroit sur le festival, un stand ou je sais pas, un endroit où tu as envie de mettre un peu de lumière aujourd'hui ou je sais pas, mettre en avant. Bah moi j'avoue que mon endroit préféré là ça a été le stand avec les jeux d'arcade. Ouais. Notamment un jeu de tambour que j'ai adoré. Beaucoup de succès. Voilà. À chaque fois que j'y passe, plein de gens. Je le veux à la maison. Et puis sinon, ce que j'ai fait l'année passée, que j'ai pas fait cette année, mais que j'avais vraiment adoré, et si j'arrive aujourd'hui à le faire, j'aimerais, c'est ce cinéma, on va dire 360, expérience 360. Ouais. 360. Dans le dôme. Dans le dôme, exact. Où c'était vraiment, j'avais trouvé génial. C'était apaisant. Ouais. Surtout après 3 jours de festival où j'étais fatiguée. Donc si je peux refaire aujourd'hui la même chose que l'année passée, je le fais. Mais je te le souhaite et je te le conseille. J'ai fait un quart d'heure, 20 minutes hier. Ouais. Bon, j'avoue, c'était vraiment le prétexte pour faire la sieste. Ouais, justement, donc, c'est des transats un peu, non? C'est des gros poufs. Ah, des poufs. Ah, ok, voilà. Et en fait, t'es bercé par la musique de World of Warcraft en mode orchestre. Bien. Oh là là. Donc ça va pour faire la sieste. Ça va se faire. Alors. C'est un peu... c'est très épique, donc tu peux faire des rêves totalement épiques. J'adore. Mais c'est pas mal. Bonne expérience.
Merci Morgane. Mais avec plaisir. Il y a Pierre qui vient d'arriver. Pierre, un bénévole courageux qui est là depuis le premier jour d'ouverture du festival. Tu veux dire 2 mots, Pierre, ou pas? C'est un peu compliqué de faire toutes mes réponses uniquement avec 2 mots à chaque fois. Donc, je vais me permettre de faire des phrases. Tout à fait. Non, franchement, l'ambiance est très cool. L'équipe des bénévoles est sympa. Le festival est tout aussi sympa. Et... Après, on peut détourner la question. Tu vois, je peux. Franchement, je sais pas. Hein. Ouais, tu sais pas. Bon, ok. Les arcades. Pas de problème. Les arcades, c'est marrant. C'est bonne réponse. Plaisir immédiat dans les arcades. Et aussi un grand plaisir. Un food truck préféré? J'ai pas encore tout testé. On va régler ça dans une dizaine de minutes. Les spectacles, typiquement Light Balance, c'est vachement cool. Ouais, Light Balance. La scène, très cool. Oui. Surtout les gens qui dansaient dessus. Ouais, carrément. Avec leur combi pleine de lumière. Exactement. Et les effets incroyables. Trop bien. Merci Pierre. Avec plaisir. Et après, c'est aussi de parler des usages des gens, mais sans porter de jugement, sans qu'il y ait d'orientation spécifique, mais vraiment pour qu'ils se posent des questions par rapport à leurs usages, par rapport à certaines habitudes qu'ils ont prises avec leur smartphone ou bien avec les écrans, les questions qui se poseraient, les parents qui se posent des questions par rapport à l'usage des écrans avec leurs enfants. Voilà, et puis comment prendre des décisions éclairées. Et puis nous, notre but, c'est vraiment de pouvoir en parler, de questionner, de pouvoir aussi que les gens puissent en discuter entre eux. Et puis se poser des questions pour ensuite faire des choix éclairés. Nous, c'est pas de les orienter d'un côté ou de l'autre, c'est vraiment qu'ils puissent se poser des questions et puis qu'ils puissent prendre conscience aussi des enjeux qu'il y a derrière aussi certaines plateformes, certains usages. Donc voilà, que ce soit les plateformes de réseaux sociaux, par exemple, les enjeux avec les données personnelles, que ce soit aussi des enjeux par rapport à l'intelligence artificielle, par rapport à l'addiction que ça peut provoquer aussi. L'addiction, donc voilà, toutes ces habitudes un peu complexes. Et qui sont très ancrées et en même temps qui sont arrivées très récemment. Où les gens, des fois, ne savent pas forcément comment prendre les choses et puis sont complètement démunis ou se sentent complètement impuissants et puis ne savent pas du tout comment gérer ça. Donc là, l'idée, c'est un petit peu de tirer un peu le fil de la pelote avec eux pour essayer de voir un petit peu ce qui fait problème potentiellement et puis ensuite de voir un peu eux comment est-ce qu'ils peuvent se sortir de toutes ces questions. Nous, on est sur l'idée que face au numérique qui entre dans nos vies partout, bien sûr, comment rester un citoyen, un acteur qui a une capacité à se positionner, à choisir. Et en fait, il y a 2 phénomènes qu'on voit beaucoup, c'est que les gens acceptent des choses. Les fameux contrats d'utilisation qu'on accepte tous sans lire, c'est ça par exemple? Exactement. Ce matin, je discutais avec un jeune. Pour lui, WhatsApp, c'est des gens qui ont envie qu'on puisse communiquer entre nous. Oui. Mais il n'a pas conscience qu'en acceptant l'utilisation de la messagerie, il accepte plein d'autres choses, notamment sur qu'est-ce que les gens des WhatsApp ont droit et font des informations, des contenus qu'ils mettent. Oui. Et en fait, que l'intention de l'entreprise, c'est communiquer parce que nous, on valorise ça et on le monétise et on gagne de l'argent. Oui, donc c'est avoir une... Il y a une telle séduction des outils numériques. On est tous... en tout cas, une puissance. C'est une puissance, c'est une séduction qui est organisée aussi. Donc, il y a un effet sociétal, pardon. Exactement. Il y a un effet de pression qui est que je vois tous mes collègues de bureau qui vont sur ChatGPT. Par exemple. Moi, qu'est-ce qui se passe si j'y vais pas? Parce que je trouve ça pas bien. Mais c'est une des questions que j'aurais aimé
au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe comment je vis ça ça devient aussi une pression sociale. Exactement. Ça devient aussi une réalité d'enjeu parce que l'entretien annuel dans 8 mois, il va tenir compte, pour finir, non sans que ce soit nommé comme ces outils-là. Oui. Etc. Donc il y a tout ça des glissements. Et plus personnellement, par exemple, vous, comment c'est arrivé dans votre vie, la ChatGPT qui est apparu quand même il y a très peu de temps, pour le grand public en tout cas. Il y a quoi, il y a 2 ans à peu près? Oui, pour moi, ça arrivé un peu en même temps que tout le monde, si je puis dire. Ouais. Et l'utilisation que vous en avez? Moi, je fais beaucoup de formation d'adultes. Ok. Dans le monde de la formation d'adultes, ça a été une vague déferlante. Dès la première année de l'AI, il y a eu des séminaires, parce que très très vite, beaucoup de formateurs se sont mis à créer des formations via l'intelligence artificielle. D'accord. Et j'ai même, moi, eu des ateliers de formation sur comment tu crées une formation avec... D'accord. Et comment est-ce que tu mettais ça allait très vite. Une semaine à faire. Quelque chose que tu faisais en peut-être un mois. C'est faire une demi-journée, et entre guillemets, mieux que toi. Ouais. Donc, on est en tant que professionnel confronté à ça. Au pair où je vois que j'ai des concurrents ou des collègues, certains reconnaissent qu'ils le font, d'autres pas, mais je vois bien que etc. Tout comme les mails. Il y a plein de mails qui peuvent être un peu chiants à faire. C'est pénible de faire des mails administratifs et tout. Donc on passe par ChatGPT. Moi personnellement, c'est comme ça que des fois je l'utilise. Ah ouais. Oui, en fait, je suis comme tout le monde. J'ai trouvé quand même l'outil extrêmement efficace. Sur beaucoup de choses, on lui demande, plutôt que de faire 10 recherches Google, ou de soi-même, ChatGPT, pour moi, c'est un peu ça regroupe. Après, il ne faut pas toujours... Va compiler un certain type d'informations, donc va occulter aussi un bon nombre. C'est ça, il faut creuser pour avoir d'autres infos en général. Ouais, puis après, moi je trouve que c'est pas forcément... moi j'ai du plaisir à créer du contenu, que ce soit du contenu, des bêtes emails que j'envoie à quelqu'un au niveau administratif, parce que je vais avoir des tournures de phrases. Et puis c'est vrai que j'ai du retour aussi beaucoup plus intéressant, plutôt que de passer par un outil comme ChatGPT, pour créer du contenu, du texte, ou des rapports, ou peu importe. Mais quand c'est quelque chose de créatif, après est-ce que écrire un mail c'est déjà créatif en fait, c'est ça où est la barrière? Pour moi c'est beaucoup plus intéressant parce que en fait à chaque fois que j'ai utilisé ChatGPT, j'étais extrêmement frustrée par rapport au vocabulaire qui m'était rendu, que je trouvais vraiment pauvre, vraiment peu intéressant, vraiment chiatique et vraiment à quelque part standardisé. Et alors je trouvais que pour moi c'était pas intéressant, pas suffisamment intéressant pour pouvoir poursuivre dans l'utilisation de cet outil. D'accord. Donc après ça dépend probablement des tâches. Et puis ça dépend à quelle fin aussi, parce que ça c'était une discussion qu'on a eue ce matin avec un développeur qui utilise beaucoup de ChatGPT pour écrire des lignes de code et pour coder. Génial. Oui. Alors si ça a une fin, je trouve intéressant, si on sait à quoi on va utiliser, on sait quel objectif ça veut faire, ça c'est intéressant. Après, si on ne sait pas, mais c'est vraiment... Pardon de te couper, mais même quand on s'en sert pour écrire un mail ou améliorer un mail, parce que c'est aussi ce que beaucoup de gens font en fait, ils écrivent un mail un peu peut-être à l'arrache pour quelque chose sur lesquels moi personnellement quand j'écris un mail administratif je m'en fiche un peu, le côté créatif et pourtant j'aime écrire et du coup je trouve que c'est assez pratique le côté où on corrige et on peut faire un truc en 2 minutes qui nous prendrait peut-être 10 minutes autrement. Donc c'est un gain de temps. Exemple. Mais je veux dire par là qu'on sait pourquoi on l'utilise. Un peu comme le développeur qui se sert de ChatGPT pour coder à sa place. Alors j'utilisais ChatGPT pour écrire des mails entre guillemets administratifs. Dans le cas par exemple d'un problème. Un truc de mutuelle, d'un problème de paiement. Voilà, un désaccord avec l'assurance. Voilà, ce genre de truc un peu ennuyeux. Et puis, ça se résout pas et ça se retrouve au tribunal administratif, je sais pas où. Le dossier est fait, avec des mails, avec des signatures. Sur le plan juridique, chaque mot qui est mis là, chaque formulation, c'est vous. C'est vous. Donc il faudrait c'est votre responsabilité. Préciser que ce mail a été écrit avec l'aide ça veut dire que
là, quand vous créez le mail, vous faites ça comme une sorte de mise à distance. C'est du langage administratif, donc c'est impersonnel. Oui, c'est pas ça. Ouais. Mais le mail est personnel. Et juridiquement, ce qu'il y a dans le mail, c'est vous, l'auteur et le responsable. Ok. Donc, tout d'un coup, il peut y avoir une évolution de... D'un coup, ça responsabilise déjà d'entendre ça. Tout d'un coup, mais ce mail, je me souviens, je l'ai écrit à 22h30, ça m'emmerdait, j'ai pris ChatGPT, fais-moi un truc, machin, boum, je clique. Et puis dedans, il y a un terme que j'ai pas compris que c'est un terme technique. Créé avec ChatGPT ou le conseil de quelqu'un, etc. In fine, c'est vous. C'est vous. Ouais. Et vous devrez assumer ce qui a été écrit. Et des conséquences qu'il y a pu y avoir, y compris des conséquences, il n'y avait pas cette phrase-là ou ce mot-là, ce qui fait que vous renonciez à, et vous ne pouvez pas vous plaindre aujourd'hui de ne pas l'avoir, ou bien c'est normal que l'assurance, la mutuelle, s'est sentie harcelée ou que c'était inapproprié j'en sais rien. N'oubliez pas, ce qui est numérique n'est jamais oublié. D'accord. Donc c'est en mémoire dans votre mutuelle. Et peut-être 3 ans plus tard, il y a de nouveau un truc. Puis eux, ils ont des algorithmes, et puis ils disent, attends, là c'est un client à problème. On a déjà eu. En fait, tout ce que l'on fait, dans la vie, mais encore plus dans le numérique, il n'oublie rien. Laisse des traces. Et construit. Et construit, ça s'accumule. Et ça crée une forme, ça crée une couleur, ça crée une représentation, ça crée une histoire. Ça détermine des rapports, des relations. C'est vrai dans la vraie vie, mais le particulier numérique, c'est qu'il n'y a pas d'oubli, il n'y a pas d'effacement. Mais le problème, c'est que déjà, les institutions, les sociétés, là, dans le cadre d'une mutuelle, sont plus facilement joignables par mail que par téléphone. Bien sûr. À titre personnel, je préfère le téléphone. C'est beaucoup plus direct et tout. Mais elles s'organisent pour décourager le passer par téléphone. Exactement. Donc, dans ces cas-là, en fait... moi, personnellement, je prends ça comme une contrainte d'écrire un mail pour être remboursé. Et je sais qu'il aura plus de poids si je l'écris bien. Mais comme disait Magali, moi, il n'y a pas de problème à utiliser les outils. Moi, c'est un acteur conscient que c'est pas parce que j'utilise l'outil que ça me... Si je dis des bêtises parce que c'est ChatGPT qui me l'a dit, je peux pas dire que c'est pas de ma faute. Oui, bien sûr, D'où l'importance de vérifier et de se relire. Au moins, le temps qu'on gagne à l'écrire, mais pour on relire, récupère il faut avoir développé des capacités indépendantes des outils. Oui. Parce que relire, si je n'ai pas... Comprendre la tournure d'une phrase ou d'un mot, c'est pas dans ce cadre-là. Des connaissances, que ce soit en termes de langue, des connaissances en termes de... lecture sera potentiellement un contrôle très faible. Mais il y a des tableaux autour de nous. En fait, tout ce qui est écrit dessus, c'est vous qui avez mis. Est-ce que les gens peuvent participer, peuvent répondre aux questions que vous posez là Oui, bien sûr. Alors là, c'est une fraise participative. Donc, c'est les gens qui viennent sur le stand qui répondent à justement... Qu'est-ce que c'est que le numérique pour eux. Donc voilà, c'est pour engager la discussion sur le numérique, pour moi, c'est qu'est-ce qui fait confiance, qu'est-ce qui fait souffrance, qu'est-ce qui fait peur, qu'est-ce qui fait plaisir. Ah oui, je vois. Dans les plaisirs, je vois en gros, j'aime le tactile sur l'écran. Voilà. Donc c'est les gens qui répondent, qui écrivent, qui participent à cette fresque pour vraiment parler de leur rapport au numérique, comment ils l'utilisent. C'est intéressant. Je vois qu'il y a quand même la partie souffrance est un peu plus remplie que la partie plaisir quand même. En fait, ouais. Bon, il y a écrit en gros être isolé, ça c'est vraiment la chose que tout le monde se rend compte quand même. Que en général, les réseaux sociaux, voilà. Après, l'idée, c'est pas de porter un jugement de valeur à nous. Alors, je sais bien. Moi j'ai mon jugement personnel. Voilà. Non, mais après, c'est vraiment parce que c'est pas quelque chose où on fait juste, on fait faux, ou voilà.
Les gens, comment ils le ressentent, comment ils vivent, c'est propre à eux. Et puis le fait de pouvoir en parler, ça permet vraiment aussi de poser des questions, de réfléchir et puis d'échanger par rapport à comment d'autres personnes le vivent et de confronter ça. On a des cartes défis aussi qui sont sympas, sur lesquelles qui sont là-bas, sur lesquelles on engage les gens sur des petits défis comme éteindre leur téléphone pendant 30 minutes, comme désinstaller une application qu'ils n'utilisent pas depuis un bon moment. Sur, de poser des questions, et puis autant les engager sur des petits défis qui sont assez rigolos, qui fonctionnent bien. Une des caractéristiques du numérique, contradictoire, c'est que quand l'innovation technologique c'est une voiture, mais la voiture que j'utilise plus, elle reste au garage. Oui, c'est vrai. Alors qu'aujourd'hui, sortir sans son téléphone, le numérique, il nous accompagne partout, tout le temps. Donc on vit avec lui. Il est présent dans ma poche là. Et il est présent dans nos vies. C'est une obligation qui ne se vend pas comme ça, mais oui, tout à fait. Aujourd'hui, on sait que son téléphone portable... Donc, cette présence, est, forcément, elle implique que nos vies l'intègrent. Et donc, on fait des choses différemment que si ce n'était pas là. Moi, je fais partie d'une génération qui a connu le monde la moitié de ma vie sans smartphone, sans internet, etc. Je sais comment c'était, comment c'est possible. Et tu as quel âge? Moi j'ai 60 ans. Mais je rencontre des gens, peut-être vous, qui n'ont... pardon, je te tutoie. Moi je tutoie tout le monde en fait. Qui a peut-être aucune idée de représentation de comment ça peut être une vie où il n'y a pas d'internet, pas de téléphone portable. Alors j'ai 39 ans au cas où j'ai connu aussi. Oui, j'étais enfant en tout cas quand ça a émergé, adolescent. Donc forcément, c'est normal, les jeunes avec qui j'ai parlé ce matin, la présence du numérique est aussi naturelle que le soleil, la pluie. Oui. Alors dit comme ça, moi limite ça me fait peur en fait. De toute façon, l'enjeu, c'est quelle relation je construis à ça. Et au moins d'avoir une conscience. Et d'avoir une attitude de choix en conscience. Et après, il y a des choix. Nous, on n'est pas là pour juger les choix, on est là pour encourager que ce soit un choix. Et non pas un choix, quelque chose de suivi. En fait, nous, c'est vraiment ce côté prise de conscience, réflexion, pouvoir être en mesure justement de faire des choix et de se dire mais je suis pas complètement largué, je ne sais pas, c'est quelque chose et au final de subir que ce soit de ne pas maîtriser sa vie numérique, d'être peut-être la cible d'escrocs, d'être c'est ça, donc, ou d'être parents avec des enfants et puis on est complètement dépassé par tout ce qui se passe, on n'est pas du tout au courant de quoi que ce soit et on ne sait pas comment être au courant. Donc c'est vraiment de se dire, j'en parle, j'en discute. Il y a des gens qui ont peut-être des bouts de solutions, qui ont des utilisations, je trouve intéressant parce qu'ils ont fonctionné comme ça. Là je peux trouver des infos, là je peux aller plus loin dans ma démarche. Et puis rien que de commencer ça permet déjà de sortir un peu de cet état d'impuissance et d'anxiété ou de réussir à nommer aussi tout ce qui pose problème. Parce que souvent c'est ça, c'est une relation amour-haine avec les écrans. On trouve ça génial la technologie, mais d'un autre côté on se dit mais c'est effrayant parce qu'on ne sait pas, on est complètement aux prises avec ceux qui connaissent et qui savent, on n'est pas expert. Et donc tout ça mis ensemble, ce qu'on cherche, c'est vraiment décomplexer les gens par rapport à ces thématiques, dédramatiser aussi. Bien sûr. C'est chouette le numérique, on n'est pas technophobe. Maintenant, mais moi non plus. Prise de conscience. C'est vraiment l'utilisation qu'on en fait en fait. Et puis d'avoir une utilisation éclairée, puis c'est simplement ça en fait. C'est de se dire, moi je suis ok avec ça, et puis je choisis, c'est ok d'utiliser certains réseaux sociaux, mais j'ai conscience des risques, et puis je peux justement
comme tu le fais, hein, d'oser quand j'ai envie d'utiliser mon téléphone. Il y a une phrase quand même que j'ai envie que les gens entendent derrière de Alain Damasio, où c'est écrit « Le numérique, c'est une vie passée à caresser une vitre ». Voilà. Ouais, moi je trouve génial. Moi aussi. Ouais, il était venu l'année dernière au Digital Dreams Festival. C'est un écrivain de science-fiction. Ouais. Et il a écrit son dernier livre sur la vallée du silicium. Justement, on parle de tout ce qui est de la technologie, de notre rapport à la technologie. Et c'est vrai qu'il a un point de vue extrêmement intéressant. Ouais. Mais merci. Et comment vous appelez? Comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Magali. Magali, voilà, merci. Du stand Adaflow, si je prononce bien. Oui, exactement. Eh ben merci Magali. Merci à toi. Toi, tu t'appelles? Loïs. Loïs. Merci Loïs. Alors. Du coup, je suis avec Marc Atala, le directeur de Digital Dreams. Marc, on est au 3e jour, là, c'est dimanche. Bon, cette année, le Cru 2025, comment tu l'as trouvé par rapport à l'année dernière Comme c'est la 2e édition, évidemment, on n'a qu'une édition de recul, puisque la première édition, c'était l'année passée, même si j'avais fait des choses avant, mais c'était quand même dans un autre lieu, un autre contexte. Ah oui. Alors, ce que tu faisais avant, ça s'appelait les Numérique Games, si j'ai bien compris. Voilà, exactement. Alors, c'est un peu la même idée, si ce n'est qu'ici, on est sur le campus de l'Université de Lausanne, donc c'est vraiment pas du tout dans le même lieu. Ouais. Et là, cette année, là où je suis très content, c'est que l'année passée, on a fait la première édition, donc on a essayé pas mal de choses. On a déjà rien que le fait de s'approprier un espace, en fait. Ouais, c'est clair. De voir comment ça se passe, ce qui marche pas, ce qui marche moins, etc. Et cette année, l'équipe a beaucoup travaillé. Pendant une année, on a vraiment beaucoup travaillé pour améliorer, on va dire, l'esthétique générale. C'est-à-dire les infrastructures, la déco, l'occupation de l'espace. Donc ça, c'est vraiment un truc que je suis hyper content. On voulait aussi travailler différemment sur la programmation pour avoir des choses très orientées famille en journée. Des ateliers, des conférences, du jeu, des découvertes. Et puis, et donc ça, on a pu vraiment bien renforcer aussi. Ce qui fait que la journée, moi, je suis content, je vois qu'il y a du monde, que les gens essayent. Et puis, on a aussi changé un peu les soirées. Parce qu'il y a toujours un peu ce problème au festival, c'est qu'on a 2 moments. On a un moment en journée, plutôt pour les familles, un moment en soirée, plutôt pour faire la fête. Et puis là, cette année, ça c'est un truc vraiment encore amélioré. C'est-à-dire qu'il y a un peu un creux, comme ça, en fin de journée. Donc les familles partent. Ah, la transition. La transition est compliquée. Le festival est peu connu encore, donc les gens ont de la peine à venir. Donc là, on a encore vraiment du boulot à faire pour amener plus de monde en soirée. Mais la journée, moi, je suis content. Il y a du monde qui vient, qui essaye. Puisque le but du festival, c'est quand même d'essayer beaucoup de choses. Donc si on n'essaye rien, c'est pas très intéressant. Ouais, c'est clair, ouais. Il y a plein de stands et d'expos différentes. Du coup, ça fait un public vachement varié. C'est ça. Ouais. Quel but du festival? Le but, c'est vraiment de s'adresser à un public assez vaste et à proposer à ce public assez vaste des activités très diversifiées pour que les gens puissent découvrir des choses qu'ils ne connaissent pas du tout. Voire, des fois, on peut venir pour quelque chose que l'on connaît, mais découvrir des choses que l'on ne connaît pas. Alors c'est un peu pour ça que moi dans la prog j'essaie vraiment de mélanger pour que ça soit quasi impossible que quelqu'un connaisse tout, par exemple. C'est clair. On va forcément découvrir des choses qu'on ne connaît pas ou redécouvrir des choses qu'on connaissait avant mais qu'on changé, etc. Super, très bon choix. Et plus personnellement, tu aurais envie de mettre un petit peu de la lumière sur des artistes, une exposition, un endroit du festival cette année, ton coup de cœur, je sais pas. C'est très difficile parce que comme en gros, tout est choisi, donc des fois tu as un coup de cœur qui peut être complètement insignifiant, c'est-à-dire c'est une conf quoi. Tu vois, une conférence, mais tu te dis bon, c'est évidemment pas ça qui va drainer les gens. Mais c'est un coup de cœur parce que le sujet, me paraît particulièrement intéressant, pertinent. Alors c'est clair que j'ai des coups de cœur un peu partout. J'avais vraiment envie d'inviter la compagnie Light Balance, qui est une compagnie de danse ukrainienne, que j'avais déjà invitée il y a quelques années. Ils sont incroyables. Moi je les ai découverts pendant ce festival. Et je trouvais ça fou, quoi. Voilà, c'est des danseurs avec des costumes néons, donc qui s'allument et qui s'éteignent, ils font une chorégraphie avec ça. Et ça pour moi c'est vraiment, on a la dimension très artistique ici d'un spectacle de danse, mais aussi en même temps d'une synchronisation technologique qui fait que les costumes sont en fait le clou du spectacle, même si derrière c'est les humains qui dansent évidemment qui font tout. Ça représente bien finalement aussi. Après je voulais aussi beaucoup augmenter le vidéo mapping, donc la projection sur bâtiment, qu'on avait très peu l'année passée. Qui est projeté sur donc, le bâtiment qui s'appelle l'Anthropole. Voilà, qui est un des bâtiments de l'Université de Lausanne. L'idée c'était de mettre la scène dans l'embrasure du bâtiment. Ça veut dire qu'en fait il y a la scène et autour il y a le bâtiment.
Et donc en fait quand on venait mapper le bâtiment, c'était autour de la scène, ce qui s'est particulièrement vu dans la partie électro du samedi soir. Donc on avait deux DJ, un collectif de DJ suisse et une DJ française qui sont venus, et là d'un coup eux ils mixaient Acide Plastique, voilà, qui est une parisienne. Alors à la fois là ils mixaient et en même temps autour d'eux il y avait des DJ qui mixaient en fait des images qui étaient projetées sur le bâtiment pour créer une atmosphère très particulière. Ah, tu veux dire que les images étaient faites en direct Ils avaient préparé, mais après ils faisaient en direct parce qu'ils s'adaptent au rythme. Voilà. Okay. Et donc c'était hyper bien. Après, j'ai des coups de cœur jeux vidéo. On a une salle d'arcade avec arcade et flipper, donc vieille machine, nouvelle machine. Ça a vraiment la cote, ça. Hein. Voilà. Pour avoir un petit peu parlé aux gens et tout, je vois que voilà, alors un endroit bien fréquenté aussi. Oui, ça marche bien. Par les plus jeunes. Et puis c'est un endroit qui marche pour tous les âges. Parce que les plus jeunes découvrent des machines qu'ils connaissent peu ou pas. Et puis les moins jeunes redécouvrent des machines qu'ils connaissaient. Ou des plaisirs. En fait, ce plaisir du flipper, par exemple, qui était vraiment un plaisir à la fois du jeu, mais aussi un plaisir physique. Parce qu'on jouait avec son corps au flipper, les tilts et ça. Et ce qui fait que ça, le fait de retrouver ça 10, 15, 20 ans après, pour pas mal de gens, c'est aussi hyper intéressant parce qu'ils ont déjà vécu ça. Donc il y avait ça. Après on avait un dôme immersif avec un ensemble de spectacles qui était proposé. Donc cet ensemble de spectacles-là permettait de pouvoir avoir des choses très artistiques, des choses très alternatives ou des choses un peu plus, on va dire, grand public, comme des concerts de musique de jeux vidéo. Notamment beaucoup de musique de World of Warcraft. Fait par un orchestre très prestigieux. C'est un orchestre qui a eu les droits de Blizzard, donc ils ont fait ça avec Blizzard Entertainment pour avoir, à l'occasion des 20 ans de WoW. Et donc là on projette, alors là on n'est pas dans du 360 parce qu'on projette la captation du concert. Mais on a des aspects qui sont purement immersifs, donc avec vraiment une projection à 360, et puis d'autres qui sont plus un peu déformés par le dôme, mais qui restent une captation, on va dire, traditionnelle. Après, il y a toute une zone de conférences et projets de recherche qui sont aussi intéressants, de voir comment les chercheurs académiques, d'ailleurs, travaillent un peu les questions du numérique. Alors, soit parce qu'ils utilisent le numérique pour amener quelque chose, voir des archives grâce à la VR ou des choses comme ça, soit parce que leur sujet de recherche, c'est le numérique. Donc là, c'est aussi une zone intéressante. Ça fait un peu plus un télo, mais à la fois, évidemment, tout était fait pour que le grand télo public... ou même prise de conscience de l'usage qu'on en a aujourd'hui. Oui, parce que pour moi, c'est ça qui est important dans le festival. C'est quand même qu'on n'est pas juste là pour se divertir. Alors, il y a évidemment une partie de divertissement mais c'est là où tu te démarques des autres festivals qui sont, par exemple, juste autour de la culture geek, jeux vidéo. Non, alors moi, pour moi, c'est hyper important qu'on travaille en conscience le numérique. Et travailler en conscience le numérique, ça veut aussi dire être conscient des enjeux, pas forcément toujours des dangers, mais des enjeux, des opportunités, de ce qu'on peut en faire. Et donc là, l'utiliser intelligemment. Là, on a même une escape game avec le CHUV là, qui s'adresse aux plus jeunes, 7-12 ans, et qui font une escape game sans parents, dont la finalité est de les sensibiliser à la capacité des écrans, alors que les écrans sur la télé, les ordinateurs, les téléphones, à la capacité des écrans à capter leur attention. Et des problèmes que ça amène, puisque évidemment quand l'attention est captée par un écran, c'est hyper compliqué de s'en séparer, de s'en libérer. Donc il y a un petit peu on est jeune, Donc il y a un peu cette dimension-là, tu vois, dans les coups de cœur, c'est compliqué parce qu'il y a des choses qui sont hyper importantes. C'est super bien là. Des choses qui sont hyper importantes pour tout le monde. Il y a des choses qui sont vraiment bien pour les enfants, des choses qui sont vraiment bien pour les familles, des choses qui sont vraiment bien pour les adultes, puis il y a des choses qui marchent pour tous les âges. Et pour moi, cette diversité-là, c'est ça, effectivement, tu l'as dit, l'ADN de Digital Dreams, c'est pas d'en faire un festival ni de musique, ni de gaming, ni de geek, mais de faire un festival qui, quelque part, mélange plusieurs aspects, plusieurs éclairages sur la culture numérique, qui, et on le voit dans le festival d'ailleurs, infuse ou se diffuse dans plein de champs différents, puisqu'elle est autant valable dans le jeu, ce qu'on imaginerait assez vite, mais que dans plein d'autres domaines. On a même un jeu vidéo qui a été créé, par exemple, pour faire de la prévention auprès des plus jeunes pour le surendettement. Ah oui. Et c'est hyper intéressant parce qu'évidemment... Au début, pas très sexy comme... Pas très sexy, parce qu'évidemment, en plus c'est un jeu qui a été développé par des politiques. Mais finalement, l'idée derrière, qui est de dire on va utiliser le jeu... pour sensibiliser les gens à des choses qui sont quand même beaucoup moins drôles. La prévention, mais en même temps c'est du concret. Mais c'est Et puis en même temps le jeu va t'empêcher, en fait, le fait de jouer va t'empêcher va faire que tes actions seront plus spontanées. Plus un peu comme dans la vraie vie où tu spontanément tu proposerais ou tu ferais des choses, quoi.
Donc c'est un peu ça pour moi, c'est ça la force du festival. Alors qu'il y a un festival émergent, deuxième édition, c'est comment créer des communautés. Jeune festival. Voilà. Ouais. C'est de créer des communautés, pas une, mais plusieurs communautés qui viennent chacune pour un motif particulier. Voilà, le jeu, les ateliers, les confs, les spectacles, ou que sais-je. Mais qui, en arrivant là, en fait, découvrent qu'autour de leurs intérêts, il y en a d'autres. Et donc, comme ils sont là, allons voir ces intérêts. Exactement. Alors, c'est un peu l'idée du festival que j'avais eu il y a pas mal d'années maintenant, et puis que j'ai redimensionné ici sur Digital Dreams pour en faire une sorte de version 2.0 du passé, quoi. Waouh, c'est très bien dit ça. Merci Marc. Merci à toi. T'as un dernier truc, un coup de cœur plus perso. Est-ce que toi, personnellement, t'es joueur un peu Il y a une œuvre là, dernièrement qui t'a marqué Ouais, évidemment, comme tous les joueurs. J'ai été hyper marqué quelques mois par Clair Obscur, Expédition 33. Expédition 33, ok. Voilà, parce que j'ai trouvé que... développeur français, jeu vidéo... Personne n'attendait ce jeu, personne. Un développeur français, pas méga connu. Non, c'est clair. Un jeu qui sort, encore... un jeu de plus RPG tour par tour, on se dit voilà, et le truc il claque quoi, il te claque tout, l'histoire est hyper émouvante, la musique sont hallucinantes, l'esthétique est incroyable aussi, ce côté un peu à la fois un peu art déco très lumineux et en même temps encore très daté 19e comme ça en tout cas surtout au début. Pour moi c'est une sorte de révélation, c'est une claque. Oui, tu t'es fait les Souls, et tu t'es fait les Assassin's Creed, tu t'es fait du bon RPG, et tu dis ok, ça, c'est facile. Et d'un coup, tu dis, mais en fait, moi je me suis pris dans ce truc, mais de manière hallucinante, et l'histoire est hyper belle. L'histoire est hyper belle, c'est vraiment ce narratif qui arrive où tu. Tout est glauque, quoi. T'as pas de glauque. C'est un univers triste, quoi. Oui, triste. Ça parle quand même de fin du monde, je crois. J'avais un peu eu ça quand j'avais joué à Elden Ring. Ce côté qui était plutôt le côté glauque, là, où tout est en train de se casser la gueule. Oui. Un peu cette émotion. Voilà, ça. Et j'avais déjà eu ce sentiment-là, mais là, avec Clair Obscur, c'est pas tout à fait le même feeling. Mais qui montre aussi comment le jeu vidéo, ou la maturité dans le jeu vidéo, commence à venir cibler des émotions. Et là, tu joues au début, tu dis t'y vas, puis au bout d'un moment, tu commences à comprendre l'histoire de cette famille, puis d'un coup, t'es là-dedans, quoi. T'es dans cet univers-là, puis tu dis, mais en plus, il n'y a pas. Qu'est-ce que je vais en retirer, quoi. Je peux pas magnifier ça en positif, quoi. Il y a trop de trucs qui vont pas. Et donc, ça, c'était vraiment une des grosses sacs dernièrement. Waouh, merci. Franchement, t'en as parlé. Avec plaisir. J'ai senti le mec passionné, vraiment, et sincère. Non, ça va, Clair Obscur, c'est sincère. Merci Marc. Merci à toi. Donc on est avec Gilles, le responsable bénévole à l'espace bénévole. On est dimanche, 3e jour de Digital Dreams. Et Gilles, il y a eu beaucoup de choses à gérer pour toi pendant ces 3 jours. Alors déjà pour commencer, on a eu pas mal de difficultés à trouver des bénévoles. C'est quelque chose qui devient récurrente dans pas mal de petits et moyens festivals, on va dire, en Suisse, pour avoir discuté avec des confrères responsables de bénévoles dans d'autres festivals. On dirait que depuis l'après-Covid, c'est très compliqué de trouver des gens. Et cette année, on a décidé de lancer le recrutement un peu plus tard que les autres années, parce qu'on se rend compte aussi que les gens, si on leur demande 4 mois avant l'événement, ils ne savent pas du tout encore ce qu'ils vont faire, donc ça sert presque à rien. Donc là, on l'a lancé à peu près 2 mois avant. Et puis, beaucoup de difficultés. On a recontacté les anciens bénévoles. Et beaucoup avaient déjà quelque chose de prévu ou étaient... Oui, parce que j'ai cru comprendre par Morgane que l'année dernière, il y a eu trop de bénévoles. Limite, c'était un peu l'inverse. Oui, alors trop, pas forcément par rapport à ce qu'on avait prévu, mais trop par rapport au travail qu'il y avait à faire. On avait peut-être un peu trop été gourmand en termes de besoins. Et puis cette année, c'était un peu compliqué. On a revu nos besoins à la baisse, clairement. Mais à certains endroits, on avait prévu des bénévoles, on en avait besoin et on n'en avait pas forcément assez. Et c'est vrai que cette année, on a demandé beaucoup plus de flexibilité aux bénévoles, sachant que normalement, dès le départ, ils choisissent une mission, leur plage horaire, etc. Et là, les missions, parfois, pour certains, elles changeaient, ce qui peut être aussi positif. Certains j'en suis témoin, oui. Certains ont apprécié de faire
différentes choses. C'est ça. Non, c'est bien d'être flexible et en fait ça varie le travail. Faut se dire que parfois rester à un endroit où on n'a pas besoin de nous, c'est beaucoup plus ennuyeux et long à vivre que justement de faire des choses, être équipe volante par exemple. Exactement, ouais. Ou voilà, c'est un peu mieux que de rester au bar, quoi. Et plus personnellement, tu as eu le temps un petit peu cette année de voir, il y a quelque chose, il y a un endroit que tu as envie de mettre un peu en valeur? Je dirais que... Ou des personnes, pardon. Cette année, le festival était... je dirais au niveau... Bon, alors c'était la 2e édition, forcément la première édition elle ne peut pas être parfaite, et la 2e non plus, et la 3e ne sera pas non plus, etc. C'est une amélioration continue, on va dire, mais je dirais que la décoration était franchement belle. Moi j'ai beaucoup aimé l'environnement, on avait un petit peu réduit la surface par rapport à l'année dernière, mais c'était beaucoup plus vivant. Ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Après, au niveau de la programmation, j'ai beaucoup aimé, parce qu'on les avait vus il y a 3 ans, le groupe de Light Balance. Franchement, ils ont un spectacle qui est franchement magnifique et je dirais qu'on ne voit pas assez souvent dans différents festivals ou autres événements. Et puis, voilà. Surtout autour de la culture numérique, etc. Exactement, parce rare, que c'est tout à fait en lien. Leur spectacle est vraiment en lien avec le numérique, avec la musique. Après, c'est vrai que leur spectacle demande des conditions un peu particulières dans un noir le plus total. Mais, franchement, c'était un très beau spectacle. Et puis pour les avoir côtoyés, puisqu'ils ont partagé leur loge, en fait, une partie de l'espace bénévole était leur loge, et pour avoir côtoyé ces membres de la troupe, ce sont vraiment des gens qui sont très jeunes, et qui sont vraiment très humbles, et je dirais, je tire mon chapeau à ces gens-là parce que ils viennent d'Ukraine, pour la majorité, en tout cas ce sont tous des Ukrainiens, mais de venir avec la situation qui existe dans leur pays, chez nous en Suisse, où on n'a pas du tout ce genre de problème, je trouve que c'est franchement, c'est très beau. C'est très beau, et pour avoir aussi passé pas mal de temps à discuter avec eux, on a eu vraiment des échanges très riches et très intéressants. Ouais, j'en suis témoin à chaque fois. C'est vrai. On peut même dire que tu as créé des liens d'amitié avec certains. Oui, exact, c'est vrai. Merci. Merci Gilles. Merci à toi. Et plus personnellement, juste pour finir, je ne sais pas si je la mettrai en question bonus. C'est quoi, toi, ton rapport aujourd'hui ça peut, au gaming, est-ce que tu en as un? Ou alors la culture numérique, l'utilisation de ton téléphone Alors, moi, ça serait plus en effet numérique, digital. Moi, je suis je suis pas un gamer. Je l'ai été quand j'étais jeune, mais pas aujourd'hui. Par contre, je suis un geek au sens... j'aime tout ce qui est nouveauté, tout ce qui est lié à la technologie. À la technologie, exactement, que ça soit dans le quotidien, etc. Et je trouve que je suis très très friand d'innovation dans ce domaine-là. Aujourd'hui, on voit l'IA. Chez moi, par exemple, chez moi, c'est entièrement domotisé, etc. Donc, je suis vraiment très friand de ce genre de nouveautés et d'évolution dans la technologie. Et je pense que Numérique Games est aussi un peu une vitrine très, très diversifiée de tout ce qui existe dans le monde digital et le monde numérique. Bien d'accord. Merci Gilles. Merci à toi. On est dimanche, tu es un festivalier, comment tu t'appelles? Alexandre. Alexandre, Et c'est quoi qui t'a motivé à venir ici aujourd'hui? Le premier truc tu t'es dit, vas-y, aujourd'hui. L'ambiance, c'est un peu la fête, quoi. L'histoire de Nintendo, c'est sympa. Oui, t'es gamer? Un petit peu, Mais ce que j'aime principalement, c'est discuter avec des gens et puis passer un bon moment, quoi. Un gamer sociable. Exactement. Yes. Parce qu'il le faut. On en manque un peu. Je pense vraiment qu'il faudrait... Un dernier coup de cœur vidéoludique? Par exemple. C'est quoi ton jeu du moment que tu aurais envie de partager? Le jeu du moment, c'est Sea of Thieves. Je pense que tu connais. Ouais, je connais de nom. Univers pirate et tout, c'est ça? C'est ça. Et tu prends ta petite guilde, tu vas sur les mers et puis tu dis hello, it's me, I am very friendly. Voilà, ce genre de type. C'est vachement drôle, quoi.
viennent et disent moi. Et c'est faux évidemment, parce que tu es un pirate, donc tu arrives pour piller les. C'est facile de prendre en compte les Pas du tout, non. On se fait bouler, puis après ils se disent ils sont friendly les gens, donc on va boucher les trous et puis on va les laisser tranquilles. Ah, donc des pirates sympas. Ok. Exactement. Alexandre le pirate. Non, pas du tout. C'est un peu le gentil moussaillon. Plus de dire mousse parce que j'ai commencé à y jouer quoi. Ouais. Ok. Merci Alexandre. Pas de soucis. Et à bientôt. À l'année prochaine peut-être. Avec plaisir. Allez, le rendez-vous est pris pour l'année prochaine. C'était un vrai plaisir de participer à ce festival en tant que bénévole. J'ai découvert beaucoup de choses. J'ai pas pu sortir mon enregistreur à chaque fois et j'ai pas pu assister à tous les débats qui m'intéressaient. Forcément, on a toujours des choix à faire, mais je suis quand même déjà satisfait de l'expérience. Et je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont participé à ce podcast. On va se quitter en musique avec un titre issu d'un jeu vidéo. Pour rester dans le thème, donc c'est un titre issu de Donkey Kong Country 2. Le titre s'appelle Sticker Brush Symphony. Et il est interprété par Luke Pickman. Luke Pickman, c'est un passionné de musique et de jeux vidéo. Je vous invite à écouter le travail de cet artiste. Il a notamment fait des reprises de GTA et de Undertale qui sont aux petits oignons. Allez, bonne écoute à vous et à bientôt.